Tell me a story. Hasta la vista, baby. Bonjour à tous et bienvenue dans, ce premier épisode d'Œil sur le Scope, un podcast où on parlera cinéma, des films récents qu'on a vus et on essaiera de vous faire découvrir ou redécouvrir un film soit culte, soit plus ancien et un petit peu oublié. Et pour cette première, je suis accompagné d'une personne que vous connaissez déjà si vous suivez d'entrée de bulle, avec Adas. Salut Adas. Salut. Comment ça va? Très bien, et toi? Bon, très très bien. Je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui verraient notre podcast pour la première fois. Alors moi c'est Adas, fan de cinéma, je dirais quasiment depuis toujours. Mon père a pris l'habitude de m'emmener au ciné depuis mes 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et donc on avait la chance d'avoir un ciné vraiment pas cher dans la ville où j'habitais, donc on y allait très 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 régulièrement et c'est une habitude que j'ai gardée depuis en découvrant de plus en plus de choses. Et donc très content d'avoir l'occasion de parler ciné avec vous ce soir. Ouais, j'avais cru comprendre dans les messages qu'on s'envoyait que cette émission te hypait bien. Et du coup, le premier film que t'as vu, si tu t'en rappelles, ce serait quoi? Alors le premier dont je me souviens à sortir du ciné, c'est Frères des ours de Disney. Ouais, je devais avoir 15-20 ans quand il est sorti. Merci pour le coup de vieux. Avec nous, il y a aussi Yota. Yota qui a un nouveau volume et on se connaît un petit peu du site sur lequel je rédige quelques articles si vous les avez lus. Salut Yota. Salut. Comment tu vas? Ah, ça va très bien, toi? Moi, très très bien toujours. Pareil, je te laisse te présenter un petit peu. Très bien. Alors moi c'est Yota, du coup je suis projectionniste de métier. J'ai toujours aimé aller au cinéma depuis... la première fois que je me souviens y être allé, je pense que je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. Si ça se trouve j'ai dû y aller encore avant, mais là j'étais trop petit pour m'en souvenir. Ok. Et notre caution féminine de l'émission, Aliénor Predator. Salut, je te demande aussi comment ça va. Ne me demande pas comment ça va depuis. ça va. Oui, ça va, j'ai compris. Ça va. Même si tu sais que j'étais bien malade, mais ça va. Ouais. Et sinon, moi, c'est Aliénor. Comme vous en doutez, j'aime le cinéma. Sinon, je serais pas là. Moi, je sais que mes parents m'ont emmenée au cinéma à partir de l'âge de 2 ans. Vers 2-3 ans, ils m'emmenaient déjà au cinéma, donc je crois que mon premier film, ça devait être soit Le Bossu de Notre-Dame ou Pocahontas. Donc ça fait que non, j'allais tout le temps au cinéma. Je me rappelle même quand j'avais 8-9 ans, j'ai été voir Le Seigneur des Anneaux 3 fois. En salle, j'ai que des cousins et un frère qui est plus âgé qui m'ont montré des films que j'aurais pas dû voir aussi jeune. Par exemple des Freddy, quand j'étais en maternelle. Mais bon, ça va, je m'en sors bien. Ça explique beaucoup de choses quant à ta personnalité, du coup. Pour ma part, donc, pareil, forcément, gros amoureux de cinéma, même si c'est un petit peu en dilettante, beaucoup moins depuis 1 an et demi, 2 ans, mais j'ai mangé des films par kilomètre. Grosse passion pour le cinéma hollywoodien des années 50-60, principalement SF. Gros amoureux de la deuxième vague de la Hammer avant qu'il tourne sur le côté un peu cringe, horreur slash cul. Et puis gros amoureux de SF, de films d'horreur et d'épouvante plus que d'horreur. Et voilà. Et pour répondre à la question que je vous ai tous posée, mon premier film, ça devait être Le Trésor de la lampe perdue de la bande à Picsou, qui a plus d'une trentaine d'années maintenant. On va commencer donc avec déjà un petit tour d'horizon. Vous avez vu quoi récemment? Alors toi, Yota, j'imagine que la liste de films que tu as vus est impressionnante du coup. Oui. Donc on va demander plutôt tes 2-3 derniers films vus, ça ira plus vite. Oui. Là, les 2 derniers que j'ai... hormis ceux que j'ai rattrapés pour l'émission, on va dire que les 2 derniers,
Ça doit être le successeur et la salle des... D'accord, 2 films dont je n'ai absolument pas entendu parler du coup. Ça vous dit quelque chose, Adas, Liénor? La salle des profs, c'est un film allemand que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Et le successeur, c'est le film québécois de Xavier Gans, je sais plus. C'est celui qui avait fait Jusqu'à la garde. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai pas trop aimé, mais je l'ai vu. Bon, bah comme ça. Voilà. 2 films dont j'ai entendu parler mais que j'ai pas été voir. Ok, vous deux, vos derniers films vus en dehors de ceux dont on va parler ce soir? Alors moi, hier, j'ai découvert pour la première fois Carrie au bal. C'est le bal du diable. Oui. De Palma. Et franchement, très bonne découverte, même si au final, le scénario a été pompé dans tous les sens et l'histoire est cousue de fil blanc. Mais très bonne réalisation. Et j'ai découvert récemment la saga Die Hard, que je n'avais jamais vue. Et je me suis arrêtée au 4. Il paraît qu'il y a un 5e, mais je pense que je ne le verrai pas. Non, il n'existe pas, le 5e. Non. Ça fait partie de ces films comme Highlander 2, le SOS Fantôme, le Woman SOS Fantôme, qui n'existe pas en fait. Il faut l'effacer de la mémoire collective. D'accord. Et toi, Adas, du coup? Alors, j'ai été voir Drive Away Dolls, un road movie réalisé par Ethan Cohen, sans son frère Joel, qui était sympathique, parfois un peu maladroit dans l'écriture, mais plutôt marrant. Okay. Et, j'avais vu aussi le film qu'avait fait Joel Cohen, qui était une réinterprétation de The Tragedy of Macbeth, que j'avais trouvé vraiment prétentieux, qui m'avait pas beaucoup plu. Celui-là, pour le coup, est plus dans l'esprit de ce que les 2 frangins faisaient avant. Et m'a plutôt fait marrer. Et ouais, la semaine dernière, mon ciné avait organisé une projection spéciale film hongkongais. D'accord. Donc ça m'a permis de découvrir L'Enfer des armes de Cheo Lark. Je connaissais le réal de ses Détectives D qu'il a fait ces dernières années, mais je connaissais pas du coup le début hongkongais de sa carrière. Plutôt intéressant. Et Made in Hong Kong de Fruit Chan. Les 2 ont la thématique commune de cette jeunesse qui grandit au milieu des gangs, au milieu de la violence. Mais Made in Hong Kong le fait de manière beaucoup plus posée, mélancolique. Et je me suis surpris à chialer à la fin. Je m'y attendais vraiment pas. Et il était ultra touchant. D'accord. De Tsuyar, que moi je te conseillerais énormément, il était une fois en Chine. Les 2-3 premiers sont bien, la reste après ça commence à être un petit peu moins intéressant. Et Swordsman, qui est très très bien aussi, qui est du wuxia, mais du très bon wuxia fan. Ok. Non, mais clairement, ça fait un moment que j'ai envie de m'intéresser au cinéma hongkongais et forcément tu sais jamais trop par où commencer. Donc je me suis dit cette soirée-là, c'est l'occasion, et si les films me plaisent, je vais remonter un peu les filmos de ces 2 réals-là déjà. Alors, si vous êtes intéressé par le cinéma hongkongais, il y a le Coin du Bis qui a fait une émission il y a un an et demi à peu près, sur le cinéma d'exploitation hongkongais du 3e cercle, donc les cinémas qui sont plutôt très graphiques et avec une dimension sexualisée quand même assez forte aussi, mais qui est vraiment intéressante et qui donne envie de s'y plonger. Pour public averti, bien sûr, mais qui est très très intéressante. Faut avoir du temps, c'est à peu près 1 heure et demie de vidéo minimum par contre. On va commencer un petit peu parce que moi j'ai pas vu grand chose d'autre, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours. Donc les seuls films que j'ai vus, c'est une partie des films qu'on va proposer ce soir. Donc on va parler de La jeune fille et les paysans, un film polonais majoritairement, mais pas que, des frères Welshman qui avaient réalisé La Passion Van Gogh il y a 5 ou 6 ans. Adas, lui, nous parlera d'Universal Theory, un film qui était complètement passé sous mes radars, un film allemand. Donc il nous en parlera beaucoup mieux que nous, parce que je crois que tu es le seul à l'avoir vu du coup ce soir. Aliénor, elle nous parlera d'un film québécois, Le vampire humaniste cherche suicidaire consentant, où le film est à peu près aussi absurde que le titre, mais qui est génialement absurde. Et après, en collégial, vous parlerez de Dune 2, parce que forcément, actualité oblige, c'est quand même le gros film du moment à voir, et comme un très bon élève, je ne l'ai pas fait du coup, donc c'est pour ça que vous en parlerez.
Et on finira sur un film des années 50, un film que j'ai choisi moi, en bon dictateur que je suis, Forbidden Planet, un film de 56 avec Leslie Nielsen, et beaucoup de choses à en dire et qui a beaucoup influencé le cinéma et série SF des années 60, 70 et un peu 80 aussi. Mais on va commencer tout de suite avec La jeune fille et les paysans. Donc La jeune fille et les paysans, un drame polonais où on va suivre, j'ai oublié son prénom. Vous le verrez hein, à l'avenir. J'ai une mémoire des prénoms des personnages assez calamiteuse. Donc, si vous voulez bien m'aider à me redonner le prénom du personnage. Alors, visiblement, c'est Yagna. J-A. Yagna. G-N-A. Yagna. Merci, Aliénor. De rien. Yagna, une jeune fille un peu oisive qui vit dans une région très très rurale de la Pologne du XIXe siècle, qui a la malchance aussi d'être la plus jolie fille du village. L'homme le plus riche du village est jeune veuf et il finit par jeter son dévolu sur elle. La situation en soi est déjà pas très glorieuse de base, mais en plus de ça, faut savoir que Yagna entretient une relation avec le fils de son futur époux, qui lui-même est marié et a des enfants. Donc, dit comme ça, le scénario, ça vend pas forcément du rêve, c'est un scénario qui a été vu maintes et maintes fois de relations amoureuses, sauf que le film, déjà, se impressionne par son esthétisme, mais ça on y reviendra, mais aussi par la dramaturgie, la mise en place des événements au fil d'une année où on va suivre la vie de ce village de l'été au printemps, en passant par tout ce qui peut se passer dans une région ultra rurale. Et ruralité oblige, et puis on est à une époque où il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de vivre de ragots. On va suivre l'enfer que peut vivre cette jeune Yagna au sein du village suite à tous les ragots qui vont être faits à son encontre. Que ce soit un jeune amant éconduit qui va raconter les pires saloperies sur elle, qui ternira énormément sa réputation et qui fera que n'importe quel homme qu'elle croisera tentera d'abuser plus ou moins subtilement d'elle. Donc oui, le scénario, il finit par prendre quand la dramaturgie plutôt graphique commence à prendre de l'ampleur. Et puis la réalisation, ça se voit pas forcément très bien à l'écran, mais la technique de réalisation est impressionnante. C'est pas un film live, même si ça a été tourné dans les conditions d'un film live sur des corps ultra rudimentaires ou sur fond vert. Mais c'est surtout que ça a demandé un travail de titan, puisqu'il y a une centaine d'animateurs qui sont passés derrière pour reprendre chaque premier plan de chaque scène, en faire un tableau en la peinture à l'huile et ensuite l'animer. Et à l'écran, ça rend un film comme si c'était un mélange entre Werner et Van Gogh qui avaient animé un film ensemble. C'est vraiment bluffant. Le tout premier plan se fait penser complètement à du Van Gogh. On voit des décors, des fleurs, on est vraiment dans son style. Et quand Yagna se retourne, il y a un effet d'épatement, d'éblouissement qui se fait tant c'est magnifiquement bien rendu. En plus de ça, le film a une BO on peut pas passer à côté tant elle contribue énormément à l'âme du film. On est sur de la musique traditionnelle polonaise et slave, où le premier tiers du film, on pourrait penser à du Yann Tiersen, période Amélie Poulain par exemple, pour ensuite aller vers quelque chose de plus tribal, plus viscéral, et qui correspond totalement à ce que le film raconte. Le scénario s'intensifie, la musique s'intensifie, et elle donne vraiment une majesté phénoménale au film. Ça, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'avais vu en projection presse au mois de janvier. J'en ai beaucoup parlé autour de moi, au point où Aliénor m'a dit on va peut-être aller le voir quand même, ce film, hein, ce serait cool. Et à la fin de la projection, plutôt que de regarder le générique que je connaissais, j'avais les yeux rivés vers elle pour savoir si elle avait aimé ou pas. Et sa première phrase, c'est « Mais c'est de la merde ». C'est littéralement ce qu'elle m'a dit, hein, pour finalement éclater de rire à faire « Mais non, mais c'est génial comme film, en fait ».
Donc, je vous laisse en parler un petit peu tous les trois, de savoir ce que vous en avez pensé, vu que vous avez été des bons élèves et avez vu quasiment tous les films. Bah, vu que tu m'as cité, voilà, je vais le dire. Après tout, je suis une très mauvaise menteuse et c'est vrai que le film était vraiment excellent. Au début, j'ai eu un peu de mal avec l'animation parce que même au niveau des décors, on voyait que ça bougeait un peu au niveau de la peinture et je trouvais que le rendu était très particulier. Et j'avais peur que ça me sorte du film, mais au final, non, je suis tout de suite rentrée dedans. Après, oui, le scénario est peut-être un peu classique. Mais en fait, tout le reste est tellement exceptionnel. Même les acteurs sont très bons. L'animation, la musique, j'écoute la BO encore de temps en temps. Donc vraiment, c'était une excellente surprise. Par contre, il y a juste, ça on en avait parlé, il y a des fois où j'ai l'impression que la technique de peinture était peut-être un peu inégale, surtout quand il y avait des plans rapprochés sur des personnages. On avait plus l'impression de voir l'acteur plutôt que de voir vraiment une peinture. Donc je sais pas si c'était un filtre des fois qu'ils avaient mis ou autre, mais non, excuse-moi, pour compléter la technique, il y a énormément de peinture à l'huile. L'animation a vraiment été faite à la peinture à l'huile, mais par contre, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour relier les plans entre eux pour gagner en fluidité, ce qui donne cette impression de manque de filtre par moment et d'avoir de la photo. Ok, d'accord. Mais voilà, du coup, excellent film qui, hélas, n'est plus disponible dans beaucoup de cinémas et par exemple au Châtelet-Léal, il n'y est plus. Donc, si vous arrivez à le trouver à une sortie physique, foncez. Oui. Et le casting, en effet, Kamila Userdowska. Alors, je l'ai dit aussi bien, c'est parce que j'ai le nom sous les yeux à côté, qui joue Yagna, est une très belle jeune femme. Et le casting est vraiment choisi pour que le visage corresponde complètement au rôle qui leur est donné. Que ce soit elle, le fils de son mari ou le mari, ils sont tous les trois très très bien choisis. Ils incarnent complètement les personnages. Je pense que ça vient aussi du fait que ce soit des acteurs polonais qu'on connaisse pas et du coup on n'arrive pas à les visualiser sur d'autres films en disant ah tiens il a joué ce personnage-là. Mais ça contribue énormément. Toi Adas, t'en as pensé quoi? J'ai beaucoup aimé aussi. Je vais vraiment aller dans votre sens là-dessus. Alors, comme toi, Aliénor, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Pas tant à cause de l'animation, je pense pas. J'ai vraiment été assez impressionné là-dessus dès le début. Le début du film m'avait paru un petit peu confus dans les relations entre les personnages. Justement, le garçon dont Yagna est amoureuse a une femme et au départ, je trouve que c'était pas très clair. Est-ce que c'était une sœur? Est-ce que c'était la femme de qui, machin? Qui est relié à qui est fils de qui? J'ai eu un petit peu de mal là-dessus, donc ça fait que dès qu'un personnage apparaissait, je me demandais toujours qui il est dans le village, sa position, à qui il est relié. À partir de 15-20 minutes, c'est bon, avec les différentes scènes, j'arrivais à me situer un petit peu mieux, et à partir de là, ça a été vraiment une très très bonne expérience. Vraiment, enfin, visuellement, c'est bluffant, quoi. Et au départ, je m'attendais à ce que ce soit assez statique, qu'ils aient dit aux acteurs bougez pas trop, pour que ce soit plus facile de repeindre par-dessus, que la caméra reste très fixe, et c'est pas le cas du tout. Là, il y a deux scènes qui me reviennent en tête. Une au tout début où Yagna est dans un marché et la caméra la suit quasi en plan séquence. Et la caméra, en plus de la suivre, passe derrière des étals. T'as plein de petits trucs qui arrivent au premier plan, qui la cachent en partie. Elle repasse derrière et la caméra la rattrape. C'est magnifique. Et un peu plus loin dans le film, une scène assez importante, c'est une sorte de pivot dramatique dans la relation entre les personnages, une scène de danse. Et là, t'as la caméra qui plonge vers les danseurs, qui les suit, qui tourne avec eux. Le personnage à ce moment-là porte une robe très ample qui vole quand elle tourbillonne sur elle-même. Et j'ai été bluffé. Et la fin du film, niveau émotion, fonctionne très très bien. J'ai été très impressionné. C'est pas facile ce qui se passe. Il se passe des choses très dures pour les personnages sur la fin du film. Et l'émotion m'a bien saisi à ce moment-là. Ouais. Une fin qui laisse à l'interprétation d'ailleurs, je trouve. Sans dévoiler, tu peux, la façon dont est mis en scène le personnage, tu peux l'interpréter de deux façons
on en reparlera. Il y aura peut-être une micro partie spoiler pour qu'on puisse en parler. On en reparlera un petit peu après. Mais ouais, cette fin, moi, je trouve qu'il y a une interprétation, enfin plusieurs interprétations possibles. Et toi, Yota, du coup? Eh bien, c'est un film. Bon, j'en avais entendu parler déjà. Bon, en plus les créateurs de La Passion Van Gogh, donc j'étais assez curieux de voir parce que visuellement, déjà le premier était bluffant et là, je trouve qu'ils ont encore gagné en qualité. J'ai trouvé c'était vraiment bluffant les transitions déjà entre les différentes saisons, même comment dire, les OST plus le visuel, enfin tout qui se mariait vraiment parfaitement. Même si c'est vrai, comme vous avez dit, par moment on sent que au niveau de l'animation ça peut pêcher par moment. Mais l'ensemble, alors je sais pas combien de temps ça leur a pris en termes d'années pour arriver à ce résultat-là. Franchement, pour arriver à ce niveau-là visuellement, moi je reste vraiment bluffé. Après, au niveau de l'histoire, bon, ça reste classique, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une violence dont je m'attendais pas forcément à voir dans ce genre de film-là. Et ça m'avait vraiment fait penser, bon, sans dévoiler la fin ni rien, mais ça faisait vraiment comme au temps du Moyen-Âge avec la chasse aux sorcières. On sent que tout ce qui est les ondits, les ragots, tout ça, c'est vraiment très... Oui, c'est ça faisait vraiment penser comme si on était à l'époque du Moyen-Âge, quoi, dans cette histoire-ci. Oui, On n'arrive pas à... En fait, il n'y a pas vraiment de gentil ni de... En fait, c'est pas manichéen dans cette histoire-là. Personne n'est ni vraiment entièrement du côté du bien ou du mal. Il y a toujours une ambiguïté au niveau des personnages. Oui, il y en a certains qui sont quand même un peu salauds dans l'histoire, mais oui. Ah bah, surtout les personnages féminins d'ailleurs. C'est les personnages féminins qui trinquent le plus. Parce que au final, le mari, je trouve que oui, il est pas forcément tendre avec son fils ni avec sa femme. Hein. Du coup, Yagna elle morfle un petit peu, mais il sert aussi de rempart aux nobles qui possèdent l'autre partie parce que le territoire est divisé en deux, grosso modo, de ce qu'on comprend dans le film. Il y a le village des paysans, du coup, et la partie un petit peu plus noble du châtelain, où ils se partagent le bois. Et finalement, l'époux de Yagna sert de rempart contre le châtelain pour que le village puisse subsister aussi. Donc, il est dans une zone de gris qui est plutôt intéressante. Le maire qui est un bon gros dégueulasse, lui, il n'y a pas grand chose à dire. Mais au-delà de ça, c'est surtout les femmes, la femme du maire, et puis les trois l'espèce de trio qu'on voit dès le début, qui dès le début colportent des ragots à plein. Elles sont dépeintes comme les pires des garces au final, quoi. Et il y a des personnages aussi qui évoluent pas mal, parce que le personnage du fils, au début, bon, c'est quand même un peu un connard parce que il trompe sa femme. Donc sa femme, bon, je comprends sa réaction, son animosité vis-à-vis de Yagna, mais lui, il a vrillé aussi pendant le film. Il a une sacrée évolution et franchement, j'étais très énervée contre ce personnage. Et même, il y a un personnage, par contre, qui a changé du tout au tout. C'est un maçon. Oui, le charpentier. Le charpentier. Alors lui, j'ai pas compris il a évolué d'un coup. Il est passé de je lui crache dessus à oh, est-ce que tu veux bien m'épouser? Bon. Ouais, mais il était touchant vers la fin quand même un petit peu. Oui. Et c'est même, cette évolution se traduit par les costumes qu'ont les personnages. Au début du film, Yagna et le fils de son futur époux ont des costumes dont les couleurs se répondent, beaucoup de blanc et de rouge pour les deux. Et quand il commence à avoir les responsabilités des responsabilités plus dures qui lui incombent quant au village, les costumes deviennent de plus en plus ternes jusqu'au noir sur la fin. Yagna, c'est pareil, les couleurs de ses costumes se ternissent au fur et à mesure que son personnage tombe dans sa déchéance. Et Mathéus, lui, le charpentier, c'est le seul personnage dont je me rappelle du prénom. Et c'est parce que c'est aussi le prénom de l'acteur, donc ça aide un petit peu. Mathéus, lui, ses costumes,
passe du gris clair au blanc. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Enfin, il y a eu une symbolique des couleurs qui a été donnée sur les personnages qui me paraît plutôt évidente au final. Et pour te répondre, Yota, le film, il y a eu 5 ans de production. Avec et 200 000 heures de travail pour les animateurs. Donc oui, petit film. Et on comprendra qu'ils sortent un film tous les 7-8 ans, du coup, les réalisateurs. Parce que oui, c'est leur 2e film. C'était la Passion Van Gogh était le premier. C'est le premier pour un des deux frères Welshman. Et la Passion Van Gogh avait été nommé et qui avait même récupéré un Oscar de mémoire quand il est sorti. Je sais plus s'il l'avait gagné ou pas. Alors, on va regarder. Ouais, c'est vrai que j'en avais pas mal entendu parler à l'époque et je l'avais pas vu. J'habitais pas à proximité d'un ciné à réessai, donc c'était plus difficile de choper les films comme ceux-là. Oui, et puis moi j'aurais pas été sur Paris, je serais complètement passé à côté de ce genre de film. Alors je cherche juste, vous verrez que l'émission comme dans Clé de Bulle, c'est pas toujours très bien préparé. Donc non, visiblement il n'y a pas eu d'Oscar. Ils ont été nommés, mais ils ils n'ont pas gagné d'Oscar. Des choses que vous voudriez rajouter sur ce film où on peut passer sur la partie micro-spoil? On peut parler de la fin, ouais. On peut parler de la fin. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous avez un timecode. À partir de maintenant, vous pourrez passer sur le timecode supplémentaire. Enfin, suivant, pardon. Sinon, c'est que vous avez vu et vous laissez savoir ce qu'on en pense. Donc, on disait la fin, il y a une interprétation où, vraiment, la scène de fin, quand elle est sous la pluie, que tout le monde est parti, qu'elle se relève, il y a comme une posture fière elle semble pas accablée par le fait d'avoir été bannie du village. Elle semble se relever et presque soulagée même. Je l'ai un peu interprété comme une forme de départ à zéro, de possibilité pour elle d'avoir un nouveau départ, d'être libérée finalement de ce village où elle se sentait mal parce que forcée de faire des choses contre son gré, même celui dont elle était amoureuse finit par vriller et par un peu rejeté de toutes parts finalement. Donc, Ah oui, elle a plus de soutien du tout de toute façon. Oui. Mais ça, c'est l'impression que j'ai eue en sortant du film, et en y repensant un peu après, je me suis même demandé si on pouvait pas avoir une interprétation un peu plus métaphorique, où en étant jetée dans la boue, tabassée, elle serait pas finalement morte de froid, et ce serait pas une espèce de fantôme qui se relèverait et qui partirait dans la nuit. Mais j'ai pas trouvé d'éléments qui pourraient appuyer ça de manière plus factuelle dans la mise en scène. Si, en fait. Parce que quand l'époux décède, t'as toute cette partie fantomatique, éthérée, où il va aller semer de la terre dans son champ. Et du coup, ce serait un bel écho, quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, Yota, Aliénor? Non, moi, j'avais pas du tout pensé ça. Moi, je voyais plutôt le message peut-être un peu plus féministe, femme forte, là, qui garde la tête haute, qui se relève et qui, en soi, elle est totalement nue. Donc, elle est prête à repartir à zéro et à aller dans un autre village, refaire sa vie et cette fois, peut-être ne pas se laisser faire. Moi, je le voyais plutôt comme ça. À aucun moment, j'ai imaginé qu'elle était décédée et c'est horrible. J'espère qu'elle l'est pas. Mais voilà. Mais ouais, non... Oui, de toute façon, le film est complètement féministe. Le propos du film, c'est laissez-moi faire ce que j'ai envie, laissez-moi vivre par moi-même. Mais pas un féminisme lourd avec des gros sabots. Il y a un oui, c'est pas comme Barbie, quoi. Je ne sais pas. Tu l'as pas vu? Non, je ne veux pas le voir. mais voilà, ou comme du féminisme façon le Ghostbuster qui n'existe pas, où les mecs sont ou des débiles ou des pourritures. Non, il y a quand même de la nuance et quelque chose de très intelligent dans son écriture. Et toi, Yota, l'interprétation que tu en as eue de cette fin, justement? Pour moi, elle était enfin libérée de tout ce poids qu'elle avait.
des décisions qu'on a prises à sa place, où elle était, en fait, elle avait aucune mainmise sur les décisions que sa mère a prises pour elle, pour son mariage qu'elle ne voulait pas. Elle voulait être à la base avec le fils du fermier. Même au final, elle se rend compte que il veut la posséder. En fait, elle a aucun libre arbitre dessus. Même le maire qui dit à un moment donné qu'il veut l'aider, et puis au final, il s'avère que lui aussi veut juste profiter d'elle. En fait, le bannissement, pour elle, c'est un nouveau départ, quoi. En fait, ça y est, elle quitte cette vie et ce village dont personne ne veut d'elle. Maintenant, elle peut aller vivre sa vie ailleurs. Après, faut se remettre sur l'époque du film. Tu pars nu dans un nouveau village, quand bien même tu es une très belle jeune femme. Le nouveau départ risque d'être très compliqué quand même. Ça, c'est sûr. Et retomber dans les mêmes travers. Donc du coup, oui, ça appuie aussi ton interprétation, Hadas, qui me paraît plus que pertinente, quoi. Après, ça reste une interprétation. Oui, à moins que le réalisateur nous en dise quelque chose, ou que le roman duquel le film est adapté aille un petit peu plus loin. Il y a peu de chances qu'on ait une réponse. Mais j'aime beaucoup ta vision des choses sur ce nouveau départ, par le dernier départ au final. Mais après, comme tu disais, oui, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est ça aussi qui peut faire la richesse d'un film comme celui-là. Parce qu'après, tout ce côté de la pression sociale qui a calé le personnage et qui fait le fait qu'elle se retrouve nue fait qu'elle est libérée de cette pression-là. En termes de symbolique, tout le propos du film pointe là-dessus aussi. Donc c'est l'interprétation la plus directe. Et après, c'est vrai que ça laisse la question de « et après ?» Des choses à rajouter sur ce film, du coup? Bon, a priori, non. En tout cas, très belle découverte. Du coup, merci d'avoir un peu appuyé dessus. Parce que c'est vrai que même en allant souvent dans un ciné d'arrêt-essai, j'avais pas vu du tout la bande-annonce ou quoi. Je pense qu'en ayant vu la bande-annonce, je me serais dit, tiens, de la rotoscopie façon peinture, faudrait que j'aille jeter un œil. Et même niveau promo, j'ai pas l'impression qu'il les poussait plus que ça. Non, le bouche à oreille commence à fonctionner. Ouais. Le film commence à avoir un bouche à oreille qui prend un peu plus. Moi, pour tout avouer, quand j'ai eu l'invitation en projection presse au mois de janvier, j'ai dit bah oui, parce que j'y suis allé surtout pour le cadre plus que pour le film. Le film était projeté au Club 13, le cinéma Gilles Lelouch, avenue Hoche à Paris. C'est un cinéma, si vous avez l'occasion d'y aller, ça va être compliqué d'aller dans n'importe quel autre cinéma derrière. Déjà, on a de la place pour les jambes, on est très bien assis, donc voilà. Et le film m'a énormément convaincu, alors que moi, déjà, on me dit cinéma polonais, c'est pas quelque chose qui me vend du rêve, de prime abord, c'est bon, ouais, pourquoi pas. Et j'avais amené un ami avec moi pour le voir, et quand on est sorti du film, on a eu vraiment l'impression de se prendre une énorme claque, lui comme moi. Et c'est vrai que depuis que je l'ai vu, je fais que d'en parler et je fais un petit lobbying pour ce film, pour qu'on puisse le voir. Léger. Mais du coup, merci, parce que c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ce film. Il n'y a eu aucune affiche, il n'y a eu vraiment aucune pub. Pourtant, moi aussi, je vais dans les petits cinémas et j'ai rien vu. Et oui, t'as bien fait de faire du lobbying. Mais vraiment, du gros lobbying, parce qu'il arrêtait pas. Quand j'aime quelque chose, je le montre. On va passer à toi, du coup, Hadas, avec un film qui nous était passé tous les trois complètement sous les radars. J'en avais absolument pas entendu parler. Aliénor non plus. Je crois que Toyota non plus. Ça te fait rien? Rien du tout. Rien vu passer. Donc là, t'as carte blanche totale. Tu peux me dire tout ce que tu veux. T'auras pas de contradiction. Ouais. Non, alors pareil, on reste pas très loin de la Pologne parce que c'est un film allemand. Et pareil, je l'ai découvert en allant au ciné, le club à Metz, ciné d'arrêt-essai juste à côté de la cathédrale qui passe plein de films vraiment chouettes. Et j'avais été à une des soirées spéciales qu'ils avaient organisées, j'avais été voir Eternal Sunshine of the Spotless Mind de mémoire. Très bon film. Très très sympa de le voir sur grand écran. Et juste avant, je vois cette bande-annonce, un très très beau noir et blanc, très contrasté, la promesse d'une histoire d'amour avec
un peu de SF, un peu de fantastique, on sait pas trop. Et je me dis, l'idée m'intrigue bien, la bande-annonce est très jolie, je vais tester. Et franchement, j'ai pris une très très grosse claque. C'est le genre de film où en sortant, je me suis dit, j'aurais aimé le réaliser. Tellement il m'a parlé dans la manière de faire, dans son approche des différents genres. C'est à la fois un drame, à la fois film romantique. On bascule un petit peu dans le fantastique. Il y a cette ambiguïté quand même. Je veux pas trop en dire. Est-ce que ces éléments fantastiques ont une explication rationnelle ou pas au final? Le film reste très ambigu là-dessus jusqu'à sa fin, jusqu'à son climax. Mais voilà, par exemple, dans la bande-annonce, il y a une séquence où on voit quelqu'un qui tombe à genoux sur un sol avec un carrelage plein de motifs géométriques et les motifs se mettent à bouger autour de lui comme une sorte de kaléidoscope. Et voilà, à mesure que le personnage bascule dans la folie, il y a plein de choses étranges qui se passent. Je vais peut-être revenir un peu sur le pitch quand même, pour savoir de quoi ça parle. Donc on suit le personnage qui est juste à gauche sur la diapositive, qui est un doctorant en physique quantique. Avec son directeur de thèse, il se rend à un séminaire dans les Alpes suisses. En arrivant sur place, le professeur qui devait organiser le séminaire n'est pas là. Et donc son maître de thèse lui dit écoute, on a pris une semaine, donc on va rester à l'hôtel pendant une semaine. Moi je vais aller skier, toi tu vas bosser sur ta thèse et ce sera très bien. Mais à mesure que la semaine avance, qu'ils sont plus ou moins piégés dans cet hôtel, des éléments de plus en plus étranges et presque surnaturels se produisent. Des gens disparaissent, des formes étranges apparaissent dans les nuages. Le personnage rencontre une jeune femme qu'on voit de l'autre côté sur la diapositive, dont il tombe amoureux, qui sait des choses sur lui qu'elle n'est pas censée savoir, ce qui induit une certaine ambiguïté dans leur relation. Et tout le film m'a plu, mais c'est vraiment la fin qui m'a marqué. Le film se termine sur une voix off qui explique un peu la suite des événements. Ouais, pas forcément un procédé que j'aime beaucoup, la voix off. Je trouve ça un peu fainéant par rapport à ce qu'on peut montrer visuellement, surtout que la voix off arrive par-dessus des images qui peuvent très bien se comprendre sans. Et puis la fin arrive, la voix off se tait, et le film se termine pas. Il y a une dernière séquence, totalement muette, qui m'a glacé le sang. J'en ai encore des frissons là en reparlant. Vraiment une séquence très simple, mais tellement impactante. Et c'est là que je me suis dit, ok, là j'ai pris une claque. Okay. Ouais, la prochaine fois, j'essaierai de prendre un film qu'au moins une ou deux personnes auront vu, mais ça me tenait à cœur d'en parler parce que j'ai vraiment adoré le film. Non, mais tu le vends bien. C'est un film en noir et blanc tout le long. Le film est introduit par une séquence télévisée qui date de quelques années après les événements du film. Le film se passe dans les années 60, ça doit être une séquence télévisée des années 80, donc qui reprend un plateau de l'époque avec l'image un peu grésillant, voilà, et qui dit il s'est passé des choses étranges en Suisse il y a 15-20 ans, c'est le sujet de notre émission de ce soir. Et cette séquence-là est en couleur. Et après se lance le film en lui-même qui est en noir et blanc. Bon, oui, vas-y, excuse-moi. Le film, quand il approche ces éléments un peu plus fantastiques et surnaturels, il m'a rappelé pas mal ce qui pouvait être fait. Dans le cinéma, je sais pas trop, mais dans tout ce qui va être les comics d'horreur ou les comics de SF un peu pulp des années 50-60, où je pense que ça pourrait te parler, Mind. Ouais. Bah surtout que oui, on parlera de ce genre de choses dans les prochains, dans Cré de Bulle. Mais ouais, non, déjà, bah oui, le noir et blanc, moi j'aime de plus en plus les films en noir et blanc. Ma plus grosse claque de cinéma 2023, c'était Limbo, un film chinois très très légèrement malsain, juste un tout petit peu, mais qui a un noir et blanc non natif, merveilleux. Le film a été tourné en couleur, mais le filtre noir et blanc qui a été apposé dessus, j'y ai vu que du feu. Je pensais que c'était vraiment un film en noir et blanc. Et de plus en plus, j'aime les noirs et blancs, surtout que là,
le piqué de la photo qu'a choisi Yota, parce que j'ai été feignant pour cette émission, c'est Yota qui a fait tous les visuels. La photo que tu as choisie, j'aime vraiment ce rendu tout en teinte de gris. Il y a très peu de zones de blanc au final. Et du coup, rien que ça m'intrigue un petit peu, quoi. Mais là aussi, le film est intéressant parce que, alors, ce que j'ai pas précisé aussi, donc il est réalisé par Tim Kruger. J'ai pas du tout retenu le nom du casting, j'ai pas fait mes devoirs là-dessus, mais réalisé par Tim Kruger, donc c'est le premier film à sortir au cinéma en tout cas. Sur sa fiche Wikipédia, j'ai cru voir qu'avant il avait fait son projet de fin d'études ou quelque chose comme ça. Donc déjà pour un premier film, c'est assez impressionnant. Et en fait, voilà, quand on a les personnages qui sont à l'extérieur, dans les Alpes, qui sont en train de skier, il y a la neige qui est vraiment d'un blanc éclatant, et eux qui ressortent complètement par-dessus. Des fois, ils vont aller explorer des zones un peu souterraines, voilà, où là, on va avoir un noir beaucoup plus bouché. Et donc, il y a en fait une vraie variété, presque une palette de couleurs, en fait, dans le film, malgré le noir et blanc. Donc, ouais, très très beau, très belle approche visuelle là-dessus. Ok, donc ouais, un film que tu recommandes chaudement et qui, du coup, moi, ça me donne plutôt envie de ce que t'en dis. Donc, attendre une sortie en vidéo. Il va falloir la guetter parce que je pense qu'il va pas y avoir une très grosse distribution, vu la distribution en salle qu'il y a eu. Ouais. Ça vous parle, ça vous intéresse, ça, Yota, Aliénor? Oui, moi, en tout cas, l'aspect noir et blanc, même. Ouais, moi, ça m'intrigue. Je serais vachement intéressé de le voir. Bon, en attendant une sortie VOD ou physique, en espérant que voilà, qu'il y en ait une. Mais non, franchement, oui, c'est bien vendu. Moi, ça m'a donné envie de le voir. Pareil. Après, j'ai regardé la durée, ça va, il fait 2 heures, parce que je me dis, un film avec ce concept, si ça avait fait 3 heures, j'aurais peut-être dit, oh, peut-être pas, mais là, 2 heures, non, je pense que ça peut être sympa. En plus, moi, j'aime tout, donc je suis bon public. En léger défaut, il tire peut-être un tout petit peu en longueur, parce qu'il m'a pas trop dérangé, parce que j'étais vraiment pris dans l'ambiance, dans l'intrigue, voilà, mais peut-être un côté un petit peu plus péchu avec 5-10 minutes en moins, pourquoi pas. Mais c'est clair que là, le niveau durée, il fallait pas qu'il fasse plus, ouais. Il a bien visé là-dessus. Niveau film qui tire en longueur, vous en parlerez tout à l'heure. Moi, si j'ai pas pu le voir, c'est parce que justement, c'était un petit peu trop lent pour moi, donc mais on en parlera. Rien d'autre à rajouter sur ce film, du coup, pour toi, à part que c'est un gros coup de cœur qu'il faut aller voir et qui va faire un lobbying tout aussi fort que moi pour la jeune fille et les paysans. Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour. Après, je l'ai vu, il y a un mois maintenant, donc il est plus non plus très très frais dans ma mémoire. Et une séquence que j'ai particulièrement adorée, c'est le climax, mais j'ai pas envie d'en dire trop non plus sur cette séquence-là, donc je vais m'arrêter là. Et on peut passer à l'Empire humaniste. Ouais. Un film tout récemment sorti venant de nos cousins québécois. Voilà, donc Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Donc c'est un film, alors j'ai noté le nom de la réalisatrice, c'est Ariane Louis XVI. Donc c'est son premier long métrage, parce qu'avant elle avait fait plusieurs courts-métrages qui avaient été récompensés à plusieurs reprises visiblement. Et donc c'est un film d'1h30. Donc franchement, je pense que même pour une soirée entre potes, ça passe parfaitement. Et c'est un film donc québécois, mais ça va, ils n'ont pas de fort accent, même s'il y a des sous-titres, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Et on y suit donc le personnage de Sacha, qui est une jeune vampire adolescente de 68 ans, qui, suite à un traumatisme d'enfance, ne peut pas s'attaquer à des humains, elle ne peut pas se nourrir. Et un jour, ses parents, surtout sa mère, en a marre, et ils lui disent... C'est bon, maintenant tu es adolescente, donc tu vas chez ta cousine et elle va t'apprendre à chasser. Sauf que c'est un peu compliqué, donc elle va chercher, un jour elle se promène et elle tombe sur Paul, qui est un jeune humain qui lui par contre cherche à suite à du harcèlement. Donc le film, c'est un peu une comédie horrifique et très macabre. Il y a un humour très pince sans rire et le film est vraiment quand même très drôle. Nous, je l'ai vu avec Mindphobia et c'est vrai que la salle était
à fond dans le film et c'est vrai que la salle a beaucoup ri. Alors que c'est vrai que quand là, je parle du film, on parle quand même d'attaquer des humains, on parle de mort, on parle de c'est quand même et de harcèlement. Ce sont quand même des sujets qui sont très durs, mais qui sont traités avec une justesse, vraiment que ce soit dans l'écriture et même dans la réalisation, parce qu'il y a beaucoup de comiques de situation. Donc notamment, je pense à une scène du début avec il y a le clown et après parce que elle est petite et elle a un clown pour son anniversaire, sauf que ce n'était pas qu'une animation, c'était aussi le gâteau. Et après, on voit la jeune fille qui va chez le psychologue parce que ses parents se disent dis donc, ses crocs ne sortent pas. Et même juste dans la manière de filmer, de faire les mouvements de caméra, ça rajoute du comique. C'était vraiment très très bien pour une première réalisation, franchement, chapeau. Et le film est vraiment très touchant. On s'attache vraiment aux personnages de Sacha et de Paul. Et les deux acteurs sont vraiment excellents. J'ai regardé pour l'actrice, c'est Sarah Monpetit qui a déjà joué dans Falcon Lake, qui est un film de Charlotte Lebon. Je crois qu'il a présenté la météo à un moment sur Canal+. Et Paul, c'est Félix-Antoine Bénard et visiblement, il a même pas de fiche Wikipédia, donc je suppose que c'est un de ses premiers films. Et le casting, franchement, ils sont excellents. Oui. Même Paul, qui est un personnage très particulier, il a cette manière de jouer, d'avoir ses grands yeux, et même dans les dialogues, c'est naturel, mais c'est drôle, c'est touchant. Franchement, excellent film. Enfin, j'ai adoré, et même au niveau de la réalisation, il y a pas, je veux pas dire comme La fille est paysan, c'était magnifique. Même la musique, on s'en souvient pas des masses, je trouve. Mais il y a quand même, c'est vraiment, moi j'ai surtout repéré les mouvements de caméra avec le comique de situation. Il y a quand même beaucoup l'utilisation de néon aussi, qui donne un côté, monde de la nuit. On sent que c'est un film qui avait pas énormément de budget. Là, j'avais regardé, leur budget, c'était 3 à 4 millions de dollars canadiens. Alors, je sais pas trop ce que ça représente. Mais c'est vrai que quand il y a des scènes de gore, sont hors champ. On les voit pas spécialement. Donc, si vous voyez ça avec quelqu'un qui n'aime pas les films d'horreur, pas de souci. Franchement, et très très bonne surprise. Et c'est vrai que je m'y connais pas beaucoup en cinéma québécois. Et c'est vrai que rien que cette année, entre Vampire Humaniste et aussi Les Chambres Rouges, ça me donne envie de m'y intéresser plus amplement. Totalement. C'est pareil, moi ça a été un gros coup de cœur et j'y suis allé. Moi je t'ai suivi, je t'ai fait confiance. Le film, j'avais juste vu passer sur les sorties de la semaine sur UGC et sans m'y intéresser plus que ça parce que le titre me vendait pas du rêve du tout. Titre trop long, j'ai pas été plus loin que la longueur du titre. Et qu'est-ce que t'as bien fait de m'y emmener? Alors effectivement, la salle était complètement acquise à la cause, qui a contribué énormément à l'ambiance du film aussi. Moi, j'ai souvenir de ma voisine qui était à ma droite, qui commentait le film et qui était tellement impliquée dans le film que ses commentaires étaient excessivement drôles aussi. Et il y a eu la scène justement que tu as choisie en image, Yota. Cette métaphore de la première fois de deux adolescents maladroits, mais tu ne peux que rire tellement tu reconnais on reconnaît tous des phases de sa vie à ce moment-là. Et c'est tout en faisant un film fantastique qui s'apparente plus au final à une famille Addams sans le budget, parce que 3 millions de dollars canadiens, je viens de regarder, ça fait 2,2 millions de dollars US. Donc c'est vraiment un budget plus que ridicule. C'est filmé avec vraiment beaucoup de justesse. Cet humour macabre de la famille Addams, sans ce côté loufoque. Enfin, sans être trop loufoque par rapport à un famille Addams plutôt. Donc, un peu plus ancré dans la réalité. C'est ça. C'est ça, mais c'est vraiment merveilleux. Et puis les actes, il y a Sarah Monpetit comme celui qui joue Paul, mais ils sont parfaits dans leur rôle, quoi. Tout marche très bien, même les parents. Les parents qui font vieux parents de films des années 70 franco-français, ils collent complètement dans leur rôle. Et non, c'est une petite pépite et une très très belle découverte. Et vous n'avez pas encore parlé du meilleur personnage du film, qui est JP. Évidemment. Il est exceptionnel. Oui.
La personnification même de la lourdeur. Non, mais non, je vous rejoins complètement. Alors, je dirais pas un gros coup de cœur, je dirais un petit coup de cœur à cause d'un léger bémol, mais peut-être qui intervient à la fin, donc forcément qui laisse un petit peu, qui a fait un tout petit peu retomber le soufflet pour moi, en tout cas. Mais petit coup de cœur quand même parce que c'est un portrait du mal-être adolescent, de la dépression, de toute cette incertitude qu'on peut ressentir à cet âge-là qui est dépeint avec une justesse très 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 touchante. Et petit coup de cœur, en fait, je trouve que la fin du film est aussi bien que ce qui est venu avant, mais je m'attendais vraiment à ce qu'elle monte en intensité et à ce que, vu comment il m'avait attrapé en termes d'émotion, je me suis dit ok, la fin va me faire chialer, c'est terminé. Et non, elle était très bien, mais j'ai pas eu cette montée que j'espérais. Bah, il n'y a pas de surprise sur la fin. C'est à partir du milieu du film, tu sais comment ça va finir. La fin, elle est cousue de fil blanc. Et pour le coup, c'est pas un film dont la destination est importante, c'est vraiment le voyage, quoi. Non, c'est vrai. Mais vu le côté très touchant qu'il y avait eu avant, voilà, j'espérais un peu. En fait, tu pleures très facilement devant les films. Il suffit d'un petit élément de mise en scène qui a eu un bon setup avant, une musique placée au bon moment, et c'est bon, je suis parti. Donc, on fait cinéma tous les deux, on fait E.T., Lassie et Cro-Blanc, du coup. Et toi, non, enfin vraiment, comme vous l'avez dit, les deux acteurs sont épatants. Puis même, c'est la métaphore de plein de choses en fait. Sous ces airs de comédie, il parle de tellement de sujets. Il y a eu donc effectivement la première fois, ces crocs sortent pas. Donc quelque part, elles bandent pas en fait. Oui. De toute façon, le vampire a toujours été une métaphore très sexualisée. Oui, tout à fait. Mais là, du coup, ça prend un contre-pied qui est plutôt inattendu dans le monde vampirique. Mais en même temps, le fait que ses parents la mettent à la porte en lui disant trouve-toi de quoi te nourrir par toi-même, voilà, c'est la métaphore de ce moment où t'es largué pour la première fois et tu dois te débrouiller sans tes parents, sans tout le confort que tu pouvais avoir avant. Et j'avais noté d'autres choses. J'avais noté au moins 3-4 thématiques différentes qui m'avaient traversé l'esprit pendant le visionnage et très très riche de ce côté-là. Il y a l'affirmation de soi aussi, quand elle l'emmène aller envoyer paître tous ceux qui le harcèlent. Il y a vraiment ce côté affirmation de soi où elle apprend en même temps à s'affirmer de ce côté-là. L'acceptation de son environnement familial, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, comment finir par l'accepter et se sentir plutôt bien avec et trouver des parades. Enfin non, c'est vrai que le film il est plus riche qu'une simple comédie. Il y a énormément de, je suis complètement d'accord. Il y a énormément de métaphores, de métaphores et de thématiques. Pardon. Le harcèlement aussi, avec le personnage de Paul. Et par contre, pour contrebalancer un peu ce que disait Aliénor quant à l'accent québécois, par moment, j'étais bien content qu'il y ait les sous-titres. Juste la scène. Ouais, la scène où Paul se fait tabasser dans le parc, où ça crie, c'est un peu beaucoup un Québécois. C'est totalement incompréhensible pour une oreille française qui n'est pas habituée aux Québécois. Après, j'ai envie de dire, oui, c'est peut-être la seule scène qui m'a dérangé où j'ai eu besoin des sous-titres, mais est-ce que c'est important de savoir s'il le traite de connard ou de salopard ? Oui, non, en effet. On comprend très bien ce que le personnage veut dire, ça je suis d'accord. Mais non, au moment où ça commence à avoir un débit un peu plus rapide, la compréhension peut être un peu freinée. Parce que l'accent belge, l'accent suisse, en France métropolitaine, on a peut-être un peu plus l'habitude de l'entendre aussi que l'accent québécois, qui est quand même bien plus prononcé. Désolé pour nos amis québécois si vous nous regardez. Et toi, Yota, du coup, t'en as pensé quoi ? Moi, c'était un coup de cœur aussi. Alors moi, j'en avais entendu parler parce qu'il a quand même fait pas mal parler en passant par différents festivals. Et c'est vrai que j'étais assez curieux au vu de... déjà, son titre à rallonge, je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ce film de vampire ? Au final, c'est... Par rapport aux films de vampires classiques, c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à ce type de film-là.
c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus axé sur, oui, comme vous avez dit, sur l'adolescence, sur le deuil, sur le suicide aussi. Enfin, la manière dont c'est traité, limite, on n'aurait pas de dialogue, on comprendrait par le visuel de la manière dont c'est montré. Je trouve que finalement, même sans dialogue, c'est quand même compréhensible au niveau de l'histoire. Ah bah, là, le meilleur exemple, on y revient, hein, c'est cette scène dans la chambre de Sacha où il n'y a pas de dialogue, mais ça marche tellement bien. Enfin, je crois que c'est le moment où j'ai le plus ri du film, quoi. Oui. Parce que ce jeu de regard, qui sans être un jeu de regard aussi fortement appuyé que dans le premier Evil Dead, il est quand même là, il s'en rapproche d'une certaine manière, sauf qu'on n'a pas de gros plan sur les yeux, mais t'as tout ce jeu de regard qui se fait par un plan fixe. Oui, le plan fixe marche très très bien sur cette scène. Et il dure en plus, c'est un plan fixe qui dure facilement 4 à 5 minutes, ce qui accentue le malaise et le comique de ce malaise en plus. Et les acteurs sur cette scène, je crois que c'est leur meilleur duo, c'est là où ils s'en sortent le mieux, quoi, et où ils font montre de leur talent. Et si je dis pas de bêtises, le plan fixe dure toute la durée de la chanson. Il y a un morceau sur un tourne-disque à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est 4 à 5 minutes. Des choses à rajouter, non? Oui, vas-y. Bon, vas-y, non, c'est pour parler un tout petit peu technique par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je crois pas que le film ait été tourné sur pellicule, vu son budget, ça m'étonnerait, parce que la pellicule, c'est quand même une blinde. Par contre, il est tourné en lentille anamorphique, qui, du coup, avait été développé à l'époque pour filmer pour les films en cinémascope, pour pouvoir, sur une pellicule très étroite, projeter ensuite des films beaucoup plus larges, et qui crée plein de petites déformations sur l'image, notamment au niveau des lumières, quand l'arrière-plan est flou et que vous avez des sources de lumière rondes avec une lentille anamorphique, elles vont être déformées, elles vont être plus étroites, il va y avoir plein de lens flares, J.J. Abrams adore des lens flares partout. Je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas du tout dans ces Star Trek. Ça, pour le coup, c'est un défaut des lentilles anamorphiques. Et donc, le film a choisi d'utiliser ces lentilles-là. Et ça participe à donner un côté un petit peu crade à l'image. C'est ce que tu disais tout à l'heure, avec tous les néons, toutes les lumières de la ville en arrière-plan. Ça donne une image qui est super jolie. Et qui colle bien avec ce côté un peu adolescent. Ouais, et malgré tout, avec cette image dégueulasse qui est là par tout le grain, tout le bruit que... Alors, un bruit pas impropre, hein, il est beau, mais il y a vraiment du grain à l'image, quoi. Oui, il cherche à avoir cette patine visuelle assez marquée. Ouais, qui fait penser un peu au film fin 80, début 90 au final. Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont été chercher ce type de lentille et qu'ils ne se sont pas contentés d'une lentille sphérique comme on utilise plus couramment maintenant avec les caméras numériques. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un film en format cinémascope ou autre, il n'y a plus besoin d'avoir des lentilles anamorphiques. Avec le numérique, on fait plus ou moins ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça peut permettre d'apporter cette patte qu'on trouvait plutôt à l'époque. Et moi, j'aime bien quand il y a ces petits défauts sur l'image. Complètement. Et toi, Aliénor, t'allais rajouter? Je me demande si t'as pas un souci avec ton son. Mais... Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. non, c'est bon, parce qu'à un moment, je t'entendais plus trop. Juste aussi, c'est un film de vampire et je trouve que ça retravaille un peu les codes du vampire. Là, c'est sûr, c'est pas comme dans Twilight, ils vont pas briller. Hein. Désolée, mesdames. Mais non, franchement, c'est vrai qu'il y a un côté très un peu famille Addams. Il y a le papa gâteau, il y a la mère qui est un peu la chasseuse, il y a la cousine un peu plus délurée. Et contrairement à beaucoup de films, là, ils grandissent. Du coup, c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que c'est les parents vampires qui l'ont conçu ou est-ce qu'un jour, ils ont pris un bébé qui l'ont transformé en vampire? Mais ça, après, le film ne nous apporte pas forcément la réponse et après tout, c'est pas le but. Et oui, il y a une scène un peu de dialogue où ils demandent des choses, par exemple, est-ce qu'ils ont un EHPAD pour vampires? C'était très drôle, cette scène. Et c'est vrai que ça retravaille un peu les codes du vampire. On voit pas forcément trop de pieux ou ce genre de choses, mais c'est pas le but du film. Et j'ai trouvé que c'était intelligent de travailler le code du vampire de cette manière avec ces thématiques. Ouais. Mais le vampire, en fait, c'est juste un prétexte pour faire une métaphore des thématiques de l'adolescence. Un peu comme Buffy en son temps, c'était un prétexte.
sauf que c'était la chasseuse et pas le vampire. Là, le vampire, c'est juste un énorme prétexte pour tirer du comique de situation et traiter de sujets quand même plus profonds. Ça pourrait être du zombie, que ça reviendrait au même au final. Mais je trouve toujours ça intéressant d'aller chercher une petite touche de fantastique et de l'assumer autant. Parce qu'on a plein de films français qui... c'est pas juste un film, c'est un film fantastique. Et en fait, non, c'est juste un drame social. Et le fantastique est très à l'arrière-plan. Là, tu sens qu'ils ont quand même voulu, en plus de toute leur thématique, dire quelque chose de comment on fait un film de vampire aujourd'hui. Ah oui, et puis ils ont été les potards, ils ont été poussés à 12 ou 13. Des choses à rajouter, Yota, Aliénor? Non, c'est bon. Peut-être sur la fin, alors j'ai pas trop... Bon, après, voilà, le film, ils ont dit, bon, on s'en fiche, mais j'aime bien, ils montrent pas comment la mère, elle prend le fait que le fils se fasse transformer à la fin, parce qu'au final, pour elle, c'est complètement normal. Ouais, c'est vrai que c'est... Mais là, bon... Ah, il y a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de la mère est déjà mis à l'écran dès sa première scène. Et c'est vrai que c'est ok, c'est un vampire. Et alors? Oui, voilà. Bah, je pense qu'elle est contente de l'avoir quand même en vie parce qu'après tout, il y a quand même une scène à un moment dans le film où il dit à part moi, je ne tuerai personne. Il dit ça devant sa mère. Il y a quand même la lettre de suicide. Donc en soi, je pense que la mère est plus contente que son fils soit vampire et vivant et heureux. Et là, du coup, on a spoilé la fin du film, mais c'est pas grave. Et plutôt que de l'avoir mort, en même temps, je comprends, je serais mère, je pense que je penserais la même chose. Et la manière dont il tue des humains, ça reste humaniste. Non, mais oui, si on pousse la métaphore, elle préfère qu'il ait trouvé sa place, même si c'est pas ce qu'elle imaginait pour lui, plutôt qu'il se soit foutu en l'air. Oui, ou qu'il soit tout seul, parce qu'on le voit bien, il n'a pas d'amis, il sort quasiment jamais. Enfin, au moins, il est épanoui dans sa nouvelle vie. Mais c'est plutôt... Alors, ce film date de 2023. Et au Québec, il y a eu une extension de la loi sur l'euthanasie qui a fait beaucoup de bruit au Québec. Donc, ce serait même pas impossible que le film ait un petit parti pris politique sur l'euthanasie au Québec, du coup. Mais, surtout que c'est la toute dernière thématique qui est évoquée au final. On va s'enseigner. Peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir des réalisateurs qui nous expliqueront leur vision et le pourquoi du comment. Mais c'est vrai qu'en fait, à l'inverse de toi, Mind, j'avais repéré le titre du film. Alors, j'en avais pas entendu parler quand il était passé en festival, mais quand j'avais fait ma liste, souvent en janvier, je fais la liste de tous les films qui m'intéressent dans l'année, et j'avais vu passer ce titre et je me suis dit, ça, il faut que je surveille. Ouais, non, mais là, pour le coup, je sais que c'est un film, j'irai le prendre en vidéo, en physique, avec grand plaisir, parce que oui, je vais avoir envie de le revoir, ça c'est certain. Et au moment où on enregistre, après je sais pas quand est-ce que ça va sortir, il est encore dispo dans plusieurs salles, notamment Châtelet-Léal et même dans des NK2, il est un peu partout. Pas sur Paris, après la province... Mais ça n'existe pas quand on est parisien, la province, de toute façon. Je suis pas parisienne, moi, ça va. Moi non plus. Parce que oui, on vient en plus de la même région, avec Aliénor. Non, on est voisins. Oui, de la même région, pas du même département. Oui, non, mais pour moi, le Berry, c'est ma région. Toi, t'es pas le Berry. Ah, moi, je suis même pas Sologno, c'est dire. Bref. Parlant de région, on va étendre énormément nos horizons, vu qu'on va parler du gros blockbuster du moment. Et oui, la transition est complètement capillotractée, mais je l'assume. Mais tu as raison. Et c'est toi, Yota, qui va nous parler de Dune 2. Ou de 2. Parce que si Dune, de 2, ouais, Dune ou 2... Dédé. Ouais, bref, le dernier film de Denis Villeneuve. Ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, tu es le premier à faire cette blague. Non. 12 par 7 l'a fait avant moi. Oh là là, alors Dune, en plus, deuxième partie, c'est même pas Dune 2, parce que bon, tout le monde au début pensait que c'était une suite, alors que c'est juste la deuxième partie du premier roman. Parce qu'à la base, oui, Dune, c'est quand même
basé sur le roman de Frank Herbert, comme un gros monument de science-fiction. Et oui, c'est pas Star Wars qui a tout inventé. Du coup, ce Dune 2, ça reprend Paul Atreides qui s'échappe du complot des Harkonnen qui pensaient avoir détruit toute sa maison. Il s'échappe d'ailleurs avec sa mère chez le peuple Fremen pour espérer pouvoir se venger de l'empereur qui a fomenté avec les Harkonnen ce complot pour récupérer ce qu'ils appellent l'épice. Et dedans, donc, au sein du peuple Fremen, Paul va devenir, entre guillemets, le Messie. Alors, on ne sait pas, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, l'avenir nous le dira. Il faut voir le film pour le savoir. Mais voilà, en gros, c'est un gros monument de science-fiction. Maintenant, on adhère ou non à la vision de Denis Villeneuve, parce que voilà, c'est un réalisateur. On aime ou non sa patte. C'est quand même assez froid, son cinéma, je trouve. Voilà, en grosso modo, l'histoire tourne autour quand même d'une guerre religieuse, entre guillemets. Un réalisateur assez froid, oui. Pour autant, c'est peut-être son film déjà le plus rythmé et avec les émotions les plus palpables, j'ai trouvé. Comparé à la première partie, oui, moi je trouve que même déjà, bon voilà, il y a plus, entre guillemets, d'action, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on voit de l'émotion au sein de ces personnages. Ça m'a pensé quoi, toi, Linor? Moi, je l'ai pas vu, le premier, j'ai essayé 4 ou 5 fois de le voir avant l'émission, je me suis endormi systématiquement devant. C'est pas forcément parce que le film était mauvais, hein, loin de là, c'est juste que moi ça ne me parle pas, et puis en plus j'essayais de le regarder quand j'étais fatigué. Donc aller voir le 2 sans avoir vu le premier, ça me paraissait inepte, mais toi je sais qu'Aliénor que tu l'as vu. Oui, j'ai vu les deux, et après je suis d'accord avec vous, le cinéma de Villeneuve il est un peu froid, peut-être un peu moins que celui de Nolan, parce que moi j'ai du mal avec Nolan, je trouve que c'est très froid et ça me laisse totalement de côté quasiment à chaque fois. Et là, Villeneuve, même dans sa manière de filmer le désert, à part quelques plans où le désert est chaud, et notamment sur l'affiche, ce qui est étonnant, oui. Mais c'est vrai que même dans le 1, le désert est filmé dans des tons très froids, je trouve. Et en soi, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai que par contre, j'ai trouvé le temps long, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième. Là, le deuxième, à un moment, je ne fais jamais ça. Et j'ai regardé l'heure et je me suis dit, oh, il va me rester 20 minutes. Ah non, non, non. Il me restait 1 heure. Mais non, sinon, en soi, j'étais agréablement surprise. Déjà, le film est magnifique. Gros travail au niveau quand même des costumes. J'adore l'univers des Harkonnen avec leur planète en noir et blanc. Là, au niveau du design, c'est quand même magnifique. Et l'histoire avance, lentement mais sûrement. Et je déteste Timothée Chalamet. Voilà, c'est dit. Mais, oui. Mais pour une fois, là, je me suis dit, il s'est joué. Franchement, la scène où il commence à gueuler, je me suis dit, c'est bon, ça va, tu es pardonné, Timothée. Et après, même quand j'y repense, je me dis, c'est quand même pas passé énormément de choses. C'est quand même très lent. Franchement, si vous voulez du boom boom, faut aller voir Fast and Furious, faut pas aller voir Dune. Ouais, après, le propos des... Il y a peut-être oui, c'est pas le même, c'est pas le même. Là, il y a tout ce qui est quand même côté religieux avec le Messie. Enfin, non, le film est très riche, hein. Franchement. Mais après, c'est sûr que pour ceux qui ont vu la version de Lynch, ça change et il n'y a pas Sting en slip, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais, mais Lynch le désavoue un petit peu quand même ce film, hein, malgré tout. Beaucoup même. Non, il veut pas en entendre parler de ce film. Et c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup. Alors, je préfère même l'esthétique des Harkonnen dans celui de Lynch que celui de Villeneuve. Ah oui, quand même. Ouais. Je le trouve vraiment plus visuellement dégueulasse et même plus effrayant que dans la version de Villeneuve. Ah oui, pour le coup, ils sont vraiment dégueulasses. Le film de Lynch, effectivement, visuellement, il est vraiment chouette. Il prend des parties pris visuelles très étranges qui fonctionnent bien.
Mais en fait, alors je pense pas que ce soit vraiment du fait de Lynch. À mon avis, les studios lui ont imposé pas mal de choses là-dessus, mais il passe totalement à côté du propos du roman, qui est de mettre en garde contre les figures charismatiques, les figures messianiques, les leaders politiques, religieux. C'est vraiment le cœur du roman. Et d'ailleurs, Frank Herbert avait écrit le deuxième, le Messie de Dune, pour appuyer cette thématique-là qui avait été mal comprise par beaucoup de gens dans le premier. Et le film, la fin du film de Lynch, c'est vraiment Paul est le Messie, il est le sauveur, et il remet pas du tout ça en question. Là-dessus, Villeneuve est quand même beaucoup plus fidèle aux intentions de base de Frank Herbert, et notamment il fait pas mal de changements sur le personnage de Zendaya, le personnage de Shani donc. Elle a un rôle un peu différent, surtout sur la fin du film par rapport au livre, qui vient servir un peu de boussole morale finalement. Et je trouve sur toute la fin, tout ce qui entoure le personnage de Shani, j'ai trouvé que l'émotion fonctionnait très très bien, en partie grâce aux acteurs. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Aliénor. Timothée Chalamet, c'est pas un acteur que je trouve forcément très bon, et là, il m'a plutôt impressionné. Et surtout grâce à la musique de Hans Zimmer, j'avais adoré son travail sur le premier film, mais là, le thème d'amour de Paul et Shani, il me file des frissons à chaque fois que je l'entends, c'est magnifique. La musique de Hans Zimmer, c'est dans le même esprit que ce qu'il fait depuis 10 ou 15 ans, où on revient un peu plus sur des musiques un peu plus qui rentrent un peu plus en tête, qui sont plus de la période type Le Roi Lion par exemple, où il avait des morceaux beaucoup plus iconiques que ce qu'il fait maintenant, où c'est plus un accompagnement qu'une musique à proprement parler. Ah non, il y a vraiment des thèmes marqués, des mélodies qu'on retient à la fois dans le premier film, il y avait le thème des Atreides joué à la cornemuse, alors pas une cornemuse, il avait fait venir des centaines de cornemuses pour composer le thème, c'est un truc incroyable. Il y avait le thème du désert qu'on retrouve pas mal dans celui-là, qui fonctionnait très bien, le thème de Paul qu'on retrouve aussi, qui continue d'évoluer dans le deuxième, qui reste bien en tête. Non, c'est vraiment un travail de composition thématique, où il va chercher des mélodies, des instruments différents pour chaque thème. Je trouve qu'il y a un très très gros taf là-dessus qui... Ouais, c'est plus iconique que ce qu'il fait pour Nolan, par exemple. Ouais. Alors, ce que je trouvais intéressant, il avait fait la musique du film X-Men Dark Phoenix. Le film était ce qu'il était... Ouais, il est pas très marquant ce film. Hein. Mais c'était Zimmer qui faisait la musique, et je l'avais trouvé très très cool. Et notamment, il avait composé un nouveau thème pour les X-Men, un nouveau thème pour Magneto, qui en ont déjà eu beaucoup. Avec Henry Jackman, avec John Ottman, avec John Powell, comme beaucoup de très bons compositeurs. Et là, il arrive, il propose plein de nouveaux thèmes qui fonctionnaient très bien. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'il avait ensuite sorti un album qui s'appelait Experiments from Dark Phoenix, où tu retrouvais ces thèmes-là avec d'autres styles, d'autres instruments, où il testait plein de choses. Et en fait, tous ces tests qu'il avait fait pour Dark Phoenix, j'en retrouve des bouts dans Dune. Ok. Notamment le thème du phénix noir dans le film, il avait testé des mélodies avec des voix, des chœurs féminins qui chantaient de façon un petit peu particulière, et je retrouvais ça dans le thème du Bene Gesserit dans le premier film. C'est quelque chose qui t'a marqué, toi, la musique, Aliénor? Oui, la musique oui, c'est sûr que la musique dans Dune, elle est assez... Alors, peut-être un peu moins que j'ai trouvé la jeune fille et le paysan, mais en soi, il y a des sonorités qui correspondent parfaitement à l'univers, je trouve. Donc, oui, elle est quand même très réussie, je trouve. Et toi, Yota, des choses à rajouter? Parce que je crois me rappeler que t'aimes beaucoup la SF aussi, et que ça fait partie des films que t'attendais un petit peu, ça. J'attendais de voir, parce que, bon, la première partie, j'ai eu du mal aussi. Bon, je l'ai vu quand même... sur la longueur, je préfère quand même le roman, mais cette deuxième partie m'a agréablement surpris. Je l'ai trouvé plus rythmé, même au niveau des thèmes. Je préfère notamment le thème de Shani. Je préfère la musique. Enfin, je préfère tout quasiment dans cette deuxième partie, et je trouve même les changements par rapport au roman assez osés. Et je suis curieux de voir comment tous ces changements vont amener au film suivant, parce que Villeneuve l'a dit, il veut continuer avec le deuxième roman, Le Messie de Dune. Donc je suis quand même très curieux de voir comment il va rattacher les wagons, ou même peut-être s'éloigner un peu, parce que
bon, on dira pas comment se termine le film, mais voilà, savoir comment Villeneuve va arriver sur ce prochain roman. Il a dit de toute façon qu'il voulait attendre un petit peu, qu'il ferait au moins un film avant de revenir à l'univers de Dune. Il l'a dit, a priori c'était la première fois qu'il lâchait l'information sur le plateau de Quotidien. Si ça se fait, il faudra attendre encore quelques années avant qu'un Dune potentiellement partie 3 arrive sur nos écrans. C'est sûr. Ça me donnera peut-être l'occasion de voir les deux films comme ça. Je pense que tu l'auras pas avant au moins 2027 minimum, et encore, hein, je suis gentil. Je pense que... Il y a eu 3 ans entre la première et la deuxième partie, donc oui, on peut attendre un peu plus, à mon avis. Et en tout cas, ouais, un peu comme vous, la première partie, je l'avais beaucoup aimée, mais ça n'avait pas été une claque non plus. J'avais pour le coup bien aimé les parties prévisuelles. J'avais été assez séduit par la proposition globale pour adapter l'univers, mais le rythme m'avait vraiment m'avait un peu tiré en arrière. Le dernier tiers du film, on va dire. Les 2 premiers tiers étaient bien, ça posait bien les personnages, le contexte, l'univers. Et à la fin du 2e acte, il y avait vraiment ce climax avec l'attaque des Harkonnen sur Arrakeen, qui était assez impressionnant. Et après, tu pars sur un 3e acte, c'est Paul et sa mère qui marchent dans le désert pendant 30-40 minutes. C'est un peu anti-spectaculaire. Et encore si ça se finit donc sur un duel entre Paul et Jamis, un Fremen, pour l'introniser en tant que Fremen, pour l'accepter au sein de ce peuple. Et le duel n'était pas très très bien filmé, pas très intense. Sur la deuxième partie, pareil, les scènes d'action sont pas très nombreuses, mais pour le coup, je les trouve un peu mieux filmées. Le duel final, notamment, est pour le coup très très beau, très esthétique et un peu plus intense niveau émotion. Mais là, ouais, le premier se terminait un peu à plat. Et je m'étais dit, ok, c'est une première partie qui pose plein de choses intéressantes, mais qui dépendra énormément de ce que la deuxième partie saura apporter ou non. Et je trouve qu'elle élève vraiment le niveau et qu'au final, ça fait un diptyque très 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 solide. Non, je suis d'accord. Et c'est vrai que la fin de la première partie, elle était décevante. Ça se finit sur quelque chose qui n'est pas du tout spectaculaire. Et en tout cas, même pour la deuxième partie, je trouve que Villeneuve et les scènes d'action, il a un peu de mal parce que le film est quand même long. Et la scène d'action finale, elle dure quoi, 2 minutes? C'est très très court. Ça fait quand même beaucoup d'éléments installés pour une scène en 2-3 mouvements. C'est résolu et on passe tout de suite à quelque chose avec une scène de réunion. Donc c'est vrai que là-dessus, si vraiment les gens recherchent de l'action pure et dure, faut vraiment pas se tourner vers Dune. Moi, ce qui m'avait gêné dans ce que j'ai vu, excuse-moi Adas, je te laisse la parole après. Ce qui m'avait gêné dans le peu que j'ai vu, c'est que les scènes de dialogue, mais ça a l'air d'être en permanence du champ contre champ. Il n'y a pas de vivacité dans sa réalisation. Ça me paraissait, mais ça accentue la lourdeur la lenteur du film, quoi. Avoir du champ contre champ en permanence, alors qu'on pourrait avoir un plan large avec les 2 personnages ou non, c'est vraiment champ contre champ. La scène où elle lui demande dans le premier film, hein, je parle, où elle lui demande d'utiliser ce qu'ils appellent la voix pour qu'il ait son verre d'eau. Si le propos est forcément très intéressant pour la suite des événements, la manière de le filmer, c'était très scolaire au final. Ouais, le deuxième l'est moins, je dirais. Il apporte une touche mystique en plus qui le force un peu à varier les plans davantage. Il y a plein d'éléments qui viennent s'insérer dans le montage pour appuyer certains éléments qui fonctionnent bien. Et si je prends, il y a une des scènes clés dans l'apprentissage de Paul pour être un Fremen, c'était teasé à la fin du premier, c'est le fait qu'il puisse chevaucher un Shai-Hulud, les vers des sables. Et cette scène-là, en fait, il va laisser sa caméra très proche du personnage, ça fait que le ver est toujours sorti du cadre et ça donne un sentiment de gigantisme. En fait, il chevauche pas un ver, il chevauche une tempête, littéralement. Pendant toute la scène, c'est appuyé par le sound design, il y a le vent, il y a tous les grains de sable qui viennent marteler les oreilles pendant cette scène-là. Ça fait qu'elle est très 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 impressionnante. Et du coup, niveau mise en scène, je l'ai trouvé assez inspiré sur la deuxième partie. Ouais, parce que voilà, moi je vais pas redire ce que je viens de dire, mais la première partie, j'ai dû voir
une demi-heure, 3/4 d'heure du film, et je voyais systématiquement la même en plus, donc ça accentue cette impression de lenteur. Mais ouais, non, ça manquait de quelque chose de plus vivant. Donc si tu me dis qu'il s'en tire mieux par la suite, bah je vais essayer de lui donner une chance un jour, peut-être. Des choses à rajouter, peut-être? Si ce n'est qu'il faut lire le roman, hein, ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Peut-être pas Aliénor, du coup, mais... Non, je l'ai pas lu. Après, je suis pas une grande lectrice de romans, mais c'est vrai que ce qui est... Certes, la réalisation est peut-être un peu plan-plan, mais c'est vrai qu'au niveau du travail de l'univers en lui-même... Après, moi, j'ai pas lu le roman, mais j'ai l'impression que ça retranscrit quand même un univers qui est très, très riche. Un univers, bah, déjà, il y a quand même plusieurs planètes, il y a plusieurs peuples, et ils ont leur dialogue, ils ont leurs mots. Donc, même moi qui n'ai pas lu le roman, je sens une richesse folle. Après, oui, ça peut donner envie de lire le roman, mais je me dis, ça a l'air très compliqué quand même. Et en plus, en plusieurs livres, donc... Moi, je lis des comics et des mangas à la base, donc... Bah, justement, j'y venais. Il y a Eukin et Menin qui apparemment sortent des... Enfin, c'est pas apparemment, sortent des comics qui, eux, apparemment, sont une belle extension du lore de Dune. Des comics édités chez Boom Studio aux États-Unis. Je ne les ai pas lus, pour le coup. Ouais. Pareil. Moi, c'est les échos que j'en ai eu, parce que je suis comme Aliénor. Hein. Alors moi, ça me gêne pas de lire des romans, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas ouvert un. La faute à une pile à lire de comics beaucoup trop importante. Mais c'est le livre, pour le coup, Dune m'intrigue pas mal, et je sais que je vais pas tarder à aller voir ce que propose le roman. Mais de ce que j'avais pu lire d'une personne absolument fan de Dune, c'est que les comics sont plutôt très très bons. Mais c'est vrai que les romans, et encore, Villeneuve, il a réussi à rendre ça entre guillemets grand public, parce que il a pas été au fond de toutes les thématiques non plus du premier roman. Il a laissé un peu de côté le côté de l'épice. Il en parle, mais il va pas au fond. Il dit un peu les termes, même au niveau métaphorique, tout ça. Le roman va encore plus loin de ce côté-là, mais après ça devient barbant. C'est même peut-être compliqué visuellement de montrer ça en étant compréhensible pour la plupart des gens, parce qu'il y a des choses, même dans les futurs romans, je comprendrais qu'ils ne les adaptent pas, parce que je vois pas comment ils pourraient mettre visuellement au cinéma certaines choses qui sont dans les futurs romans. Ouais, enfin on disait ça du Seigneur des Anneaux, et puis Peter Jackson est arrivé. Ouais, mais... Une des idées les plus bizarres de ce film-là, je vais pas dire exactement ce que c'est, parce que justement c'est un changement par rapport au livre et ça spoil, mais une des idées les plus bizarres et métaphysiques du film n'est pas du tout dans le livre, et ça je pense que si ça avait été tel quel dans le livre, on se serait dit non mais ça, à aucun moment ça peut être adapté. Après, ils l'ont fait aussi parce que l'alternative du livre poserait beaucoup de problèmes. Il faudrait trouver une actrice de 2 ans qui puisse jouer comme une adulte. Typiquement, le personnage était dans le film de Lynch et du coup elle avait 5 ou 6 ans, mais bon, la gamine faisait pas des miracles non plus, elle faisait ce qu'elle pouvait, et honnêtement, par rapport à d'autres acteurs ou actrices du film qui jouaient pas très très bien, je trouve qu'elle s'en sortait pas si mal que ça. Pourtant, il y a un beau casting dans le film de Lynch. Ah oui, non, mais globalement le casting est vraiment bien, mais ce personnage en particulier a une scène face à la révérende mère, et la révérende mère miaule et fait des bruits chelous, et j'aime pas du tout cette approche du personnage. Des choses à rajouter, non? Non, ça, pour le coup, ça a vraiment été un gros coup de cœur, et tu t'en parlais tout à l'heure, Aliénor, la scène, pour représenter le monde des Harkonnen, ils ont choisi de le filmer en infrarouge pour avoir un noir et blanc très inhabituel, et c'est le genre de idée et c'est justifié dans le film par le fait que la planète orbite autour d'un soleil noir, un soleil mourant, qui colle bien au côté très industrialisé des Harkonnen, qui vont éradiquer toute vie partout où ils le peuvent et industrialiser tout ce qu'ils trouvent. Et donc c'est des genres de idées de SF que je trouve incroyables et vraiment beaucoup aimé. Okay. Et il est encore en salle, voilà. Ouais, et puis lui, il va y rester encore quelques temps, de toute façon, je pense. Il marche mieux que le premier film quand même, hein, parce que le premier, ça a marché, mais c'était limite quand même. Il était sorti pendant la période, c'était encore confinement, Covid, les salles pas encore toutes rouvertes. Le film était sorti en parallèle sur HBO Max, donc possible soit de le voir, soit de le télécharger direct. Oui. C'était encore une période un peu particulière.
On va rester dans la SF avec un film où, bah, si vous êtes un petit peu cinéphile, vous le connaissez au moins de nom. Si vous êtes geek et que vous allez souvent à Londres, vous le connaissez aussi de nom parce que c'est la plus grande boutique de geeks de Londres qui vend énormément de comics et de produits dérivés. C'est Forbidden Planet, un film qui a presque 70 ans, mine de rien. Hein, c'est plutôt incroyable. Enfin, incroyable, non, le cinéma existe depuis longtemps, mais qu'il est encore autant d'aura quasiment 70 ans après est plutôt bon signe. Un film qui était pas du tout un gros budget, hein, le projet de la NGM, c'était de faire une série B de SF sans grande prétention, avec un budget confortable, hein, on est sur 3 millions de dollars de l'époque de budget, ce qui remis avec l'inflation, ça fait un budget d'à peu près 35 millions de dollars actuels. Et bah qui vieillit pas tant que ça au final. Alors oui, les décors ils sont datés, la narration est datée, mais comparé à plein d'autres films de SF ou d'horreur qu'on peut avoir de l'époque, il garde une certaine majesté, je trouve. Forbidden Planet, je vais le dire d'emblée, hein, comme ça le fan de Star Trek en moi sera heureux. Forbidden Planet, c'est un proto Star Trek. On a un équipage d'un vaisseau composé d'une équipe scientifique et d'ingénieurs qui aident le vaisseau, puis d'un commandant qui est un Gen Sticker avec un peu plus de classe, qui se rendent sur une planète pour secourir un équipage qui s'y est craché. Alors par contre, c'est pas la Fédération des Planètes Unies que ça s'appelle dans ce film. C'est les planètes unies, tout simplement, vu que l'humanité s'est répandue dans la galaxie. Donc les planètes unies est très réactive, vu que la mission de secours est là pour aller secourir un vaisseau qui s'est crashé 20 ans auparavant. Ils y rencontrent du coup une planète qui est quasiment vierge de vie, c'est un immense désert, hein. Et ils vont retrouver le docteur Morbius et sa fille, qui sont les seuls rescapés de cette expédition sur cette planète, sur la planète Altaïr. Altaïr 4, de mémoire même. Le film est très particulier sur un aspect principal, c'est qu'on nous parle d'une menace quasiment tout le long du film, et on doit la voir à peu près 3 minutes en tout et pour tout sur le métrage. Certainement la faute au budget qui, même s'il était confortable, bah il y a dû avoir des décors. Enfin, les décors sont peints et les peintures sont vraiment très belles. Oui. Et il y a un personnage pas majeur, pas mineur, mais très récurrent de la science-fiction qui a coûté un bon gros budget pour Robbie le robot. Robbie le robot que vous voyez à droite sur l'écran. Alors, merci Aliénor qui a fait des recherches un peu plus poussées que moi, qui m'a fait découvrir aujourd'hui qu'il y avait bien un acteur sous le robot, contrairement à la légende populaire qu'il y a eu pendant des années autour. Mais le costume a coûté entre 100 et 125 000 dollars de l'époque, qui représente à peu près 1,1 million de dollars actuels. Ne serait-ce que pour la tête du robot qui est animée de 6 moteurs. Merci Aliénor, je t'ai piqué ta recherche. Dans ce film, on retrouve un acteur qui, pour ma génération et celle d'Aliénor un petit peu aussi, est très connu pour avoir eu un rôle ultra comique, qui est Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, alors c'est le capitaine qu'on voit à gauche sur l'image, mais on le connaît surtout pour Y a-t-il un flic ou Y a-t-il un pilote dans l'avion, où il jouait le médecin. Dracula, mort et heureux de l'être, qui lui pour le coup n'est pas un film de vampire que je recommande, mais voilà, il a eu surtout des rôles comiques et révélés par les As. Et là on l'a sur un rôle sérieux qu'il tient très très bien, il est parfaitement à l'aise dans son rôle. Sur certains angles, ils peuvent même faire penser à un Jeremy Renner actuel dans les traits du visage et de ses postures. Mais voilà. Le film marche aussi parce que Anne Francis, tout simplement, elle apparaît pas beaucoup vêtue. Alors selon les standards des années 50, hein, calmez-vous. Vous allez voir surtout des jambes au final. Mais elle est quand même très souvent pieds nus et jambes nues dans le film.
ce qui a aussi contribué à son petit succès d'estime qui a attiré le mâle libidineux de l'époque. C'est un film qui a pour la toute première fois dans le cinéma de la musique électronique. Alors non, c'est pas non plus du Laurent Garnier, hein, c'est surtout fait avec cet instrument. Alors j'ai oublié le nom de cet instrument où c'est juste une tige et en fonction de comment on s'approche ou on s'éloigne de cette tige, donne des variations de son. Et qui fait très justement science-fiction des années 60-70. On l'entend, on reconnaît totalement cet instrument. Et si l'un de vous a le nom de cet instrument, je suis preneur, parce que j'arrive pas à m'en rappeler. Au-delà de ça, après, on reste sur un film plutôt classique, d'aide à un équipage en péril. D'après ce que j'ai pu lire, c'est très librement adapté du poème La Tempête de Shakespeare, que je n'ai pas lu, donc je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais même les scénaristes du film s'en sont revendiqués. Mais on retrouve énormément de ce qui va marquer le cinéma de SF des années 60-70. Je disais, c'est un proto Star Trek. Effectivement. Alors, Star Trek était très humaniste et très mondialiste dans son approche, vu qu'en 64, il y avait déjà un Russe, un Écossais, un Irlandais, un Anglais, un Américain et un Japonais dans le vaisseau, et une Sud-Africaine, hein, il ne faut pas oublier Uhura, ce qui en 64 a suscité une petite controverse, hein, malgré tout. Là, l'équipage est tous blancs, caucasiens, beaux gosses, ou presque, sauf le cuisinier, qui lui est blanc, caucasien, alcoolique. mais voilà, c'est un film qui a eu cette aura très très culte maintenant et que je trouve toujours très agréable à découvrir ou redécouvrir. Alors je sais qu'Aliénor, toi tu l'avais vu, Adas tu l'avais déjà vu aussi. Yota, non, tu l'avais pas vu toi, Adas? C'est une découverte, ouais. D'accord, bah je te laisse nous dire ce que t'en as pensé du coup, parce que moi c'est un film que je connais depuis très longtemps et j'ai un amour très profond pour ce film, ça a dû s'entendre, donc je suis curieux de connaître ton avis. Alors déjà, je suis toujours intéressé par découvrir des films de patrimoine comme ceux-là. J'ai eu peur parce que pendant une bonne partie du visionnage, je me suis dit oula, je vais pas être très positif. La fin est vachement bien. J'ai beaucoup aimé la fin et donc. En fait, tu parlais de Star Trek, et ouais, on a un peu ce côté... C'est un épisode de Star Trek, sauf que le tenir en 40 minutes, il tient en 1h45. Et la première heure, je l'ai trouvé un peu très très longue à se mettre en place. L'exposition est très longue, oui, je suis d'accord. Ouais. Et enfin, j'avais pris quelques notes au fur et à mesure, et je crois qu'à 35 ou 40 minutes, je me suis dit, bah, alors, le début est chouette, le système de fonctionnement du vaisseau, c'est une espèce de gyroscope avec la soucoupe à l'intérieur. Je me suis dit, oh, le design est vachement bien. Ils arrivent sur la planète, le paysage est magnifique, je me suis dit, oh, ça commence bien. Et puis après, pendant une demi-heure, il se passe plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est il se passe rien. Et c'est après, il commence à y avoir des attaques mystérieuses. Il y a tout un exposé Wikipédia d'une civilisation ancienne qui, pour moi, m'a bien plu, parce que j'aime bien ce genre de délire-là, d'exploration, de découverte. Là aussi, des décors très, très, très impressionnants. Je me suis dit, oh, ça doit être, on doit être entre 2001 et Star Wars. Et non, il prédate 2001 de 12 ans. J'ai été bluffé quand j'ai vu la date de sortie. Donc non, au final, ouais, très chouette découverte, mais bon, il faut s'accrocher jusqu'au bout du visionnage quand même. Et le petit twist final sur la nature de la menace, fait tout l'intérêt du film, je pense. Oui, et même cette phrase de fin qui préfigure totalement de ce qui va se passer sur l'avènement technologique et déjà un peu cette crainte du nucléaire où l'homme se sent pousser des ailes. Cette phrase de fin où ne faut pas oublier que l'homme ne surpassera jamais Dieu ou quelque chose du genre. Elle est très avant-gardiste même par rapport à la crise des missiles de Cuba qu'il va y avoir 8 ans plus tard. Et toute cette peur qui marquera énormément le cinéma de science-fiction des années 60 du nucléaire à venir. Je l'avais noté la phrase, c'est la science ne fera jamais de nous des dieux. C'est ça. Moi, j'étais pas. Elle m'avait marqué, je l'ai carrément écrit. J'étais pas très loin dans le. Enfin, l'idée était là en tout cas. Et pareil, il y a les techniques utilisées, cette menace que l'on voit que partiellement pendant la seule scène d'action du film, elle est
incroyablement bien réalisé, je trouve. Même si effectivement l'équipage qui tire, parce qu'on leur a dit tirer dans cette direction-là, ça se voit un peu que c'est tiré un peu à l'aveugle, mais le travail de montage et de l'équipe des effets spéciaux derrière, elle est vraiment folle. Ouais. Les acteurs étaient pas très bas. J'aime beaucoup le Dr Morbius. Oui. En plus, aujourd'hui, avec les chefs-d'œuvre de Sony, a un nom encore plus rigolo qu'à l'époque. Le capitaine, effectivement, est plutôt charismatique. Il a 2 autres personnages de l'équipage qu'on voit assez souvent. Je les ai pas trouvés très marquants. Et ouais, au moment où tout le monde est en train de tirer, bon, en fait, ils ont littéralement leur flingue comme ça. Tu vois, ils font même pas des espèces de mouvements. Ils sont statiques comme ça. C'est normal, il n'y a pas de recul sur un pistolet laser. Tu devrais le savoir en tant que fan de Star Trek, de Star Wars. Non, mais au moins jouer un peu, quoi. Là, oui, non, mais on lève le bras et basta, quoi. Non, mais après, au niveau du personnage féminin joué par Anne Francis, j'ai eu un peu de mal avec sa caractérisation. On nous la présente en disant j'ai appris la physique moléculaire, la biologie et la philosophie, mais elle est d'une naïveté un peu terrible quand même. Alors oui, mais ça peut s'expliquer du fait qu'elle soit toute seule avec son père, le robot et ses amis qui ne sont ni plus ni moins que des animaux. Elle n'a aucune interaction humaine autre que celle de son père. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que tu es doué dans certaines matières que tu es socialement apte. Oui, non, c'est vrai. Mais du coup, tous les membres de l'équipage vont essayer de l'entourlouper pour lui soutirer un baiser au cours du film. Mais du coup, si elle on est dans les années 50, ça va pas plus loin qu'un baiser de toute façon. Évidemment. Mais si elle connaît la philosophie, si elle a lu des textes de philosophes, elle sait ce que c'est l'amour. Enfin, elle peut pas être naïve à ce point quand même. Qu'elle est socialement du mal, effectivement. Mais je trouve qu'ils lui ont vraiment donné ce côté jeune fille très perdue et très facilement manipulable, alors qu'ils lui ont donné un background qui aurait dû en faire un personnage un peu moins débile. Alors débile, j'irais ingénu. mais c'est malheureusement, enfin les personnages rentrent complètement dans les archétypes du cinéma des années 50. Le capitaine, alors ça me fait bizarre de dire ça parce que Leslie Nielsen, je verrais toujours ce vieux monsieur avec les cheveux blancs en train de faire faire une glissade sur le plateau des Oscars dans Y a-t-il un film pour sauver Hollywood et se cogner la tête sur les parties de chaque personne en dessous qui il est censé passer. Donc le voir dans un rôle sérieux, malgré tout, j'ai du mal. Mais il est très charismatique et c'est complètement l'archétype du héros du cinéma des années 30 à 50, voire même début 60. Tout comme Anne Francis, c'est l'archétype du personnage féminin qui est en fait un faire-valoir. Oui. Elle n'est là que pour le love interest et elle ne sert à rien d'autre que de servir le love interest et éventuellement les intrigues entre les personnages. Elle sert de lien entre le capitaine joué par Leslie Nielsen et son lieutenant qui lui est un coureur et on nous le montre comme un coureur. Enfin, elle n'est là que pour être le lien. Elle n'est qu'un outil et pas un personnage en soi au final. Et là, ouais, c'est juste pour noter cette dissonance entre ce qu'on nous dit et ce qu'on nous montre du personnage. Ouais, mais voilà, Malo. Quand on nous l'a présenté comme étant, elle a fait des sciences, elle a fait des philosophies, je me suis dit, peut-être un film un peu avant-gardiste, et bon, pas sur ce point-là, en effet. Et toi, Aliénor, du coup, parce que toi, je sais que c'est un revisionnage depuis très longtemps. Non, je l'avais vu il y a genre 4 ans. Bah, c'est longtemps, il y a 4 ans. Oui, c'est vrai, c'est longtemps. Mais du coup, je m'étais trompée de film, je croyais qu'on allait parler de Star Wars. Oh là là, quel dommage. Non, mais de toute façon, si on parle de Star Wars, on va être obligé de faire une Star Trek après, ce qui va déplaire à Hadas autant que moi, la spéciale Star Wars, ça va être la guerre, ça va être un divorce dans d'encre et de bulles. On va éviter. D'accord. Non, mais sinon, le film en soi, je trouve qu'il a assez bien vieilli. Après, c'est sûr qu'un jeune, vraiment un vrai jeune d'aujourd'hui, qui ne s'intéresse pas au film d'avant sa naissance, je lui ferais pas regarder, parce que ça a quand même... Enfin, ça a bien vieilli pour moi qui ai l'habitude de regarder des vieux films.
Et aussi, je sais plus si tu l'avais dit, mais c'est quand même un des premiers films de science-fiction qui a été filmé en couleur avec le cinémascope. Oui. Donc c'est quand même assez avant-gardiste pour l'époque. Et en soi, le film, oui, après, l'histoire, elle est... Enfin, pas révolutionnaire, mais peut-être que pour l'époque, si. Après, c'est vrai que là, je ne saurais dire vu le contexte. Mais il y a quand même des thématiques intéressantes. Alors certes, le personnage de la femme est très ingénu et très naïf. Et c'est vrai qu'elle s'émancipe d'un homme à un autre. Elle n'arrive pas à avoir vraiment une personnalité propre. Mais après, cette époque-là, les droits des femmes, c'était pas forcément terrible non plus. Mais oui, c'est vrai qu'elle a des tenues assez courtes. Elle est assez sexy, faut le dire, pour l'époque. Et en soi, au niveau de la création de l'univers, c'était assez intéressant de par le design des vaisseaux. Même quand le premier plan, il y a un vaisseau avec un ciel étoilé, franchement, je trouve que ça a bien vieilli. Le côté peinture qui fonctionne très très bien. Et même au niveau des costumes, au niveau du robot, on sent que ça a eu une énorme influence sur ce qui est venu plus tard en matière de science-fiction. Mais oui, après, pour moi, ça ne sera pas un coup de cœur comme pour toi. Je suis désolée. Mais c'est quand même, ça reste un bon film et on sent qu'il a eu de l'impact. Alors, pour revenir sur le coup de cœur, une place vient de se libérer dans l'œil sur le scope. Donc, si vous êtes intéressé... J'ai pas dit que j'avais pas aimé, hein. Non, pour revenir sur les apports du cinéma de SF, oui, tout amoureux de Star Trek verra énormément tous les apports. La façon dont le vaisseau a de ralentir de sa vitesse supraluminique, ça ressemble énormément au téléporteur de la première série Star Trek. Le fait d'aller secourir un personnage qui a récupéré un savoir énorme, ça revient un peu sur l'épisode de Cage, qui est le premier pilote de Star Trek, tourné en 64, où le deuxième pilote, pardon, où l'équipage a cherché Pike, qui était le personnage du premier pilote refusé par la Paramount. Le côté Planète Unie, la Fédération des Planètes Unies, il y a quand même un petit écho. Et puis sur la technique, même si les peintures sont magnifiques, les décors font un peu carton-pâte par moment, tout comme les décors de Star Trek où quand ils bousculaient un peu trop violemment un élément du décor, le décor tremblait sur lui-même. Il y a énormément de rapports aussi bien sur les thématiques en elles-mêmes, peut-être un peu plus avant-gardistes sur Star Trek que sur Forbidden Planet, que sur la façon de tourner. Il y a eu énormément, Star Wars a priori s'en serait aussi inspiré, mais ça je laisserai à Das de parler des parallèles qu'il a pu potentiellement voir entre Star Wars et Forbidden Planet. Et puis Robbie le robot, on le revoit en 57 dans Invisible Boy. On le voit dans un épisode dans un qu'on pourrait appeler maintenant la Silicon Valley, sauf que c'était pas ça à l'époque, mais de Colombo. On le voit dans les Gremlins. Il fait un petit coucou dans les premiers Gremlins, où c'est le premier où le père est dans une convention d'inventeurs. Et il y a plein d'éléments du cinéma, de SF qui passent, dont Robbie le robot à ce moment-là. Enfin, il a coûté très cher, mais il a été très très vite rentabilisé. Et cofabriqué d'ailleurs par un japonais. Ce qui, même s'il a un prénom américain, Kinoshita, ça sonne pas très américain comme nom. Et pareil, en 56, avoir des Japonais qui arrivent à travailler sur le cinéma américain, je pense qu'ils devaient pas être très nombreux. Et non, voilà, oui, moi je reviens, c'est un énorme coup de cœur et peut-être mon cinéma de SF d'avant les années 70 préféré. Yota, toi, tu le connaissais ce film, je crois? Alors oui, mais je l'ai vu il y avait vraiment longtemps. Alors les souvenirs, ils étaient un peu éloignés et je savais pas en le revoyant est-ce qu'il aurait si bien vieilli que ça, parce que bon, depuis le temps quand même. J'ai dû le voir il y a peut-être une vingtaine d'années, donc ça commence à faire. Et finalement, non, franchement, il vieillit vraiment très bien, je trouve. Comparé peut-être à d'autres films de la même époque, je trouve que celui-là, il tient encore bien la route.
Et tiens, quand tu parlais de Kinoshita, apparemment, est-ce qu'il a sur le même modèle que ce robot-là, il en a créé un pour Lost in Space aussi. Oui. Parce que ça a quand même pas mal, en plus de Star Trek, ça a quand même aussi contribué, je pense, sur cette série-là. Oui, et le Lost in Space des années 50-60, hein, pas Oui, le Lost in ouais, Space récent de... oui, pas celui d'après, hein, non, quand même sur 65. Mais non, voilà. Mais non, franchement, et puis même bon, on va pas dire ce que c'est la menace réellement, mais je trouve que l'idée qu'ils ont apportée était vachement intéressante, en tout cas en termes de science-fiction. Je pense pas ce concept-là avait été déjà abordé avant ce film. Il me semble pas. Non, la SF de l'époque, c'est les méchants martiens qui envahissent la Terre, voilà. C'est le choc de deux mondes. Ce film-là marque vraiment un tournant dans le cinéma de SF. Oui, c'est ça. D'ailleurs, non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et justement, pour cette menace-là, ils ont fait. Alors, je ne sais pas si tu as vu ça. J'ai vu qu'apparemment, ils ont fait appel à un animateur des studios Disney, justement, pour la création de la menace. Alors, je ne le savais pas, mais c'est absolument pas étonnant. Et du coup, toi, Hadas, parce que tu es un peu notre spécialiste Star Wars, du coup, tu y vois, parce que j'ai vu plusieurs personnes dire qu'il a inspiré aussi Star Wars. Tu y vois des parallèles ou pas? Alors, George Lucas s'est jamais caché de ses influences et je crois pas l'avoir déjà entendu parler de ce film-là. Ça m'a peut-être échappé parce que vu que je connaissais pas le film, j'ai pas fait attention, mais en tout cas ça ne me dit rien. Il s'est beaucoup inspiré de Flash Gordon, après il a été pioché dans La Forteresse Cachée de Kurosawa, dans les westerns, dans les films d'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Dans Fondation aussi. Dans Fondation, Alors, il a jamais cité Dune, il y a plein de parallèles qui peuvent être faits avec Dune, mais peut-être parce qu'il s'est inspiré de John Carter, qui était aussi une des inspirations de Frank Herbert. En tout cas, George Lucas lui-même, je l'ai jamais vu parler de Dune directement. Sur celui-là, ça me paraîtrait plus être du côté de la technique. On pourrait faire des parallèles, notamment sur le côté matte painting, donc avoir des décors peints qui sont placés devant la caméra pour faire croire que c'est un décor derrière les personnages. Je pense que c'est là-dessus plutôt qu'on pourrait dresser des parallèles, parce que c'est une technique qui a été énormément utilisée. Quasiment tous les hangars de vaisseaux dans la trilogie originale sont des matte painting. Après, j'imagine que la technologie qui a servi à créer le robot, en étant affinée au fil des années, a pu servir pour ces 3 PO. C'est un acteur dans un costume de robot, voilà. Même si son design en lui-même est plus inspiré de Metropolis. Le design de Robbie. De ces 3 PO. Parce que oui, il y a malgré tout, Kinoshita disait malgré tout que le Mansion Machine, je crois il s'appelle dans Metropolis de Fritz Lang, est une source d'inspiration pour Robbie. Dans ce cas, ces 3 PO et Robbie ont des origines communes. Mais après, au niveau de l'histoire en elle-même, j'ai pas l'impression que Star Wars ait pu puiser dedans. Non. À part peut-être pour le twist, qui pourrait servir pour l'élément majeur au sein de ce côté magique de Star Wars. Mais éventuellement, même si là je pense que ça va plutôt être les inspirations de plutôt Heroic Fantasy. Star Wars, ça reste l'histoire d'un jeune fermier qui trouve un vieux sorcier qui lui dit d'aller combattre un chevalier dans un grand château. Star Wars, c'est de la space fantasy, c'est pas de la SF de toute façon, on est bien d'accord. En tout cas, sur le premier film, après, les autres films et l'univers attendu ont propulsé la chose dans d'autres directions, mais en tout cas, sur la technique en elle-même pour représenter des mondes inconnus, des décors très vastes et tout, je pense que ça a directement infusé dans ce qui a rendu Star Wars possible plus de 20 ans plus tard, mine de rien. Oui, 18, 64, non 77 le premier. 77 le premier. Ouais, 21 ans. Mais oui, voilà, ça reste un film très avant-gardiste qui préfigure de toute la crainte nucléaire qu'on va avoir dans les années 60 après.
que ce soit avec des films comme La machine à explorer le temps de George Pal, qui est aussi un chef-d'œuvre. La planète des singes de Charlton Heston, qui là du coup rentre sur quelque chose de plus proche de nous dans la façon de voir un film. Il y a beaucoup plus de décors naturels dans ce premier épisode, beaucoup moins dans le deuxième. Mais c'est vraiment, enfin encore une fois, hein, c'est pas des méchants martiens qui envahissent la Terre, New York, façon Guerre des mondes, qui a eu aussi qui a marqué un tournant dans le cinéma des années 30-40 de mémoire. Lui, il va vraiment faire date pour amener le cinéma de SF des années 60 vers quelque chose de plus grandiose, presque plus fantastique, plus apaisé aussi. Il y a plus cette peur de l'alien comme on pouvait l'avoir, mais plutôt cette recherche de l'inconnu vers les étoiles, qui a été de façon bien amenée dans les années 60 par Kennedy avec le On marchera sur la Lune avant la fin de la décennie. C'est le cinéma de SF de cette époque où vous en consommiez un peu malgré tout avant, ou non? J'ai bien vu le nom chez Aliénor. Non, bah après, moi, par Planète Interdite, après, le plus ancien que j'ai dû voir, ça devait être Star Wars. Donc, non. Après, c'est pas le genre que je consomme le plus. J'aime bien la science-fiction, mais j'en regarde pas. Genre Star Trek, j'ai jamais vu. Et encore une fois, je sais que tu vas me bannir, mais mais voilà. Après, moi, si non, il l'a fait. Et voilà. Du coup, je passe en dernière. Enfin bon. Mais voilà, non mais si tu as des recommandations avant de me bannir, je suis pour. Oh bah ça peut faire l'objet de plein d'œil sur le scope, mais on va beaucoup parler de SF dans ce cas-là. Non, il faut changer un petit peu. Il faut penser au public qui demande peut-être d'autres genres. Et aux chroniqueurs aussi. Mais oui, dans les recommandations de films qui gardent cette touche un peu merveilleuse, déjà le personnage ingénu, on peut le retrouver énormément dans La machine à explorer le temps de George Pal des années 60, qui a raflé énormément d'Oscars à son époque. Il y a Le choc des mondes, qui s'appelle When World Collides. Non, Le choc des mondes, c'est avec Klaatu, qui voit l'alien d'un point de vue bienveillant et qui fait une belle critique de la société des années 50-60. When World Collides, non, alors c'est Le jour où la Terre s'arrêta, pardon, avec Klaatu, et c'est le choc des mondes, effectivement, où c'est la Terre va rentrer en collision avec une autre planète et il faut trouver un moyen de s'en échapper. Il y a dans le cinéma de SF de cette époque-là, il y a énormément de chefs-d'œuvre et de belles pépites, et qui gardent ce côté désuet, agréable à regarder. Et qui en plus... Ouais, oui. C'est vrai que moi, je connais plus la SF qui vient un peu plus tard, et surtout un peu la SF horrifique. Je suis une grande fan d'Alien. Sans déconner. J'adore The Thing, ce genre de choses, mais c'est plus tard et c'est pas le même type de science-fiction, je trouve. Ouais. Non, oui, c'est de toute façon pareil. Avec Alien et l'année d'après ou 2 ans après, je sais plus, Le Trou Noir, qui est un film Disney de SF horrifique. Oui, ça existe. Ah ouais, je vais ça tout de suite. Le film... Oui, un film encore plus désavoué par Disney que John Carter, pour le coup. Mais oui, ça a été la fin des années 70, ça a été un tournant dans la SF, tout comme justement ce film a apporté un regard différent. La planète des singes, puis d'autres films dans les années 70, 2001 par exemple, ont été détournants aussi. Enfin, mais ce film, vraiment pour moi, c'est le film de SF des années 60, 4 ans avant les années 60. Des choses à rajouter ? Moi, pour le coup, c'est pas forcément une période que je connais bien. J'ai vu quelques films de SF des années 60, les plus connus, La planète des singes, 2001. Il y a Barbarella aussi que j'aime plutôt bien, qui propose plein de choses intéressantes niveau décor. C'est vrai que 68, Barbarella. Ouais. Avec la sublime Jane Fonda dans ce film. Qui est assez drôle, c'est presque un nanar quand même pour le coup. Oui. mais niveau des designs, décors et tout, il propose plein de choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes, tu le dis.
Mais il y a tout, effectivement, il y a un énorme côté psychédélique. Oui. Mais étant très fan de SF, j'aime toujours découvrir des films de cette période-là et voir comment ils ont tiré des choses de ce qui est venu avant ou comment eux-mêmes ont influencé ce qui est venu après. Alors, il y en a un autre que j'avais vu qui est peut-être un peu plus tardif qui s'appelle Krull. Je le connais que de nom, celui-ci. Et qui est aussi un genre de space fantasy. C'est, on suit des espèces de chevaliers dans un château et il y a une menace extraterrestre. Ouais, dit comme ça fait aussi un pitch de nanar, quoi. Oui. Ouais. Pareil, il y a plein de trucs visuels. Tu te dis pour l'époque, il doit 1 ou 2 ans après Star Wars, je dirais peut-être 78 ou 79. Plein de trucs intéressants dedans, mais bon, globalement, il n'est pas formidable non plus. Mais voilà, intéressant à y jeter un œil. Bah, je pense qu'on a fini pour cette première émission. Non, j'ai regardé Trou Noir, il est sur Disney+. Voilà. Oui. Donc, et grâce à cette info que tu m'as envoyée en même temps que enfin un petit peu avant que tu le disais, il date bien d'1 an après Alien. Le film est de 1979. Voilà. Et regardez John Carter, c'est très bien. Oui. Contrairement à ce qu'a la promotion calamiteuse qu'on a fait Disney, c'est un très bon film de SF qui fait bien honneur aux nouvelles d'Edgar Rice Burroughs. Ouais. Et Edgar Rice Burroughs que vous connaissez sûrement, surtout grâce à Tarzan, parce que c'en est le papa. Aussi. Mais John Carter est vraiment un film qui mérite bien plus que le sort qu'on lui a donné tant Disney ne croyait pas à ce film. Mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission, ça. Parce que je crois que vous l'avez compris, on est un petit peu tous fans de SF dans l'équipe. Bah merci en tout cas déjà à vous trois d'avoir répondu présent à l'appel. L'émission, je pense qu'on va tourner sur une émission par mois à peu près d'œil sur le scope parce que d'encre de bulle me prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être trouvé au moment où la vidéo sortira une vidéo sur l'évolution du comics avec Max Faraday, où là toute l'équipe d'encre de bulle sera au complet. On sera 6 pour l'émission, exceptionnellement. Toutes les semaines, donc le mercredi à 18h, la nouvelle vidéo d'entrée de bulle, et puis la date encore à définir, enfin le jour de la semaine encore à définir pour l'œil sur le scope, mais ce sera une émission tous les mois qui durera à peu près la même durée que là, sauf si Isoka se joint à nous, et là on peut durer 4 heures. Parce que là on commence pas aussi tard, hein. Non. Potentiellement un copain qui viendra se joindre sur une prochaine vidéo. Faut qu'on en parle d'ailleurs tous ensemble. Un copain qui fait aussi bien des vidéos comics que cinéma. Et non, ce n'est pas encore des viandes prod, même si c'est prévu. Ce sera Jules de la chaîne Jules et Nico. Donc là aussi une vidéo qui risque de durer un petit peu plus longtemps. Et Yota, Aliénor, je vous demande pas si vous avez de l'actualité YouTube ou chronique, parce que toi Aliénor, je sais que non. Toi Yota, pas trop non plus. Peut-être un petit compte rendu du festival que t'as fait sur Konata prochainement. Tiens, faudrait que je vois, ouais, peut-être. Allez, faut que je me rappelle les 30 films que j'ai vus. Non, mais il y aurait de quoi faire. Ouais. Et toi, de l'avancer sur ton gros projet que tu nous as déjà teasé quant à Star Wars, Adas? C'est un projet vidéo. Le tournage commence à la fin du mois, donc pleine phase de préparation. Donc ça avance, mais il n'y aura pas de news concrète avant minimum la fin du mois. Surtout qu'il y a une séquence où on a tenté d'avoir un lieu de tournage un peu sympathique et qui pour le coup aura lieu le mois prochain. Ok. Au mois de mai, du coup, pour ceux qui nous regardent en différé. Exactement. D'ailleurs, vous nous regardez qu'en différé, vu que nous ne sommes pas en direct. Voilà, donc je donnerai des news au moment où ça aura un petit peu plus avancé. Ok. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker si vous le voulez, commenter surtout si on a dit des bêtises, s'il y a des choses que vous voudriez compléter, si vous voulez même nous fournir vos listes de recommandations de films, où on se fera un plaisir de décortiquer ça, et puis si on ne l'a pas vu, potentiellement le regarder ensemble et vous en faire un retour. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! À la prochaine! Salut! Salut!